moi, j'avais une étiquette de terreau dans le rap, frère. Voilà, c'est vrai, j'avais cette étiquette-là. Les gens, ils me prenaient vraiment pour... Et à côté, ma mère, elle me dit, limite, tu continues la musique. Non, même pas, elle me le dit. Tu continues la musique, je te renie, t'es plus mon fils. C'est la phrase la plus dure que peut sortir. C'est la pire phrase que j'ai connue de toute ma vie, frère. C'était- Non, moi, je sais pas ce que j'ai, Yannis. Ah, tu sais même pas ce que sais t'as des j'ai. symptômes Moi, physiques pour qui moi, je apparaissent suis comme ça. malade. D'accord. J'ai un cancer, j'ai le DAS, j'ai tout. J'ai tout, mais j'ai pas de dépression. D'accord. Parce qu'encore une fois, mes protocoles ne me permettent pas de rentrer dans ce sujet-là. Et en fait, moi, pour faire un parallèle sur mon parcours à moi, en fait, je fais une grosse dépression, mais c'est pas une petite dépression. Moi, je fais une dépression sévère. Moi, j'ai été diagnostiqué dépression sévère. Moi, c'était limite l'hôpital psychiatrique. Tu vois ce que je veux dire? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer qu'il y a un nouveau podcast à jour. Ok? Le podcast, il va s'appeler À une main. Le contexte de À une main, c'est se rendre compte qu'on est au final pas loin et à une main du coup de pas mal de monde. Aujourd'hui, pour ouvrir ce nouveau podcast, on a fait appel à un grand frère, à une personne qui nous a bercé, une personne qui nous a accompagnés, une personne pour laquelle j'ai beaucoup de respect personnellement. Kamel l'Ancien est aujourd'hui avec nous. Comment tu vas, Kamel? Quelle présentation, quel honneur. Incroyable. C'est la première, hein, c'est la première. Je peux que aller bien quand je suis entouré d'une table comme celle-ci. Ça fait plaisir en tout cas, merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, donc, on a Kamel et on a Yanis. Yanis qui, je vous le présente, est sur ce projet avec moi. Yanis qui était aussi sur le PEF, une personne hyper intéressante, hyper intéressante, mais j'ai même pas envie de dire hyper intéressante parce que quand je lui ai parlé de Kamel l'Ancien, il connaissait pas Kamel l'Ancien au Ouais, début. les gars, Il my bad. connaissait pas Kamel l'Ancien En au fait, début. c'est tellement... parce que Yanis, c'est l'homme de l'ombre. Ouais, tu vois c'est l'homme de l'ombre. Donc en fait, il est tellement dans l'ombre que il est que sur le PEF, sur, tu vois, c'est ça. sur Souhaïb Bouafia, c'est tout le temps les mêmes choses dans sa tête. Ouais, mais tu vois, nous on essaye d'être dans les trucs smart et il m'a déçu. Quand je lui ai dit, tu connais pas Kamel, quand je lui ai dit Kamel l'Ancien, parce que moi je lui ai dit, écoute, on va faire la première, on va ramener, on va essayer de choquer Lui, il un s'est peu. dit peut-être tu vas On dire va essayer avec... de choquer un peu, on il s'est dit, va peut-être ramener tu- Kamel Ouais. l'Ancien. Il s'est dit peut-être t'allais dire un autre nom. Il n'y a pas eu de réaction. Il n'y a pas eu de réaction. Non, mais dis-moi pas que ça- tu connais pas Kamel l'Ancien quand même. Tu, voilà. Moi au début j'ai Voilà. fait semblant, mais si, mais Kamel l'Ancien, tout le monde connaît. Et après voilà, ça peut pas durer longtemps finalement. Ouais, je connais pas du tout. Moi la musique en général, j'écoute pas vraiment trop de musique. Tu m'as Et dit ça au C'est téléphone. ça. Et finalement en fait ça donne une dimension plutôt intéressante au podcast parce que j'ai Bah, des c'est pour questions. ça qu'on a échangé une heure C'est et quart ça, au téléphone. c'est ça. Donc j'ai J'essaie de des... te convaincre. c'est ça. Donc j'ai des questions. Obligé, t'as dû entendre ça dans une voiture à ça. un moment, Bah, tu c'est étais ça, malade. je C'est sais ça, pas. du coup j'ai écouté quelques sons, je me suis renseigné, je me suis rendu compte que finalement il y a certains de tes sons que j'avais déjà entendus, déjà le nom j'avais déjà entendu, Uh-huh. et c'est surtout quand j'ai regardé ton parcours, ça m'a Mhm. surpris parce qu'en fait il y a un parcours qui est extraordinaire. Merci Là je suis un peu dégoûté qu'on ait si peu de temps parce que j'aimerais parler beaucoup plus longtemps. D'ailleurs j'aimerais enchaîner directement sur une première question. Let's go. Pourquoi Kamel l'Ancien? Franchement, Kamel l'Ancien, c'est un truc tout bête. J'avais 15 ans, on m'appelait l'Ancien. Ah ouais? Moi, en fait, c'était le surnom de mon quartier. On m'appelait l'Ancien. Ok. En fait, À 15 ans. À 15 ans, c'était l'Ancien déjà. c'est un gars de mon quartier qui s'appelle Olivier. Mhm. Son surnom, c'était Godzi, paix à son âme. Un pote à moi d'enfance avec qui j'ai grandi. Et c'est un mec qui m'a fait évoluer dans la rue, enfin dans beaucoup de choses. Et c'est quelqu'un qui m'appelait comme ça parce que quand j'avais 15 ans, à notre époque, nous, c'était les Stan Smith. Je sais pas si tu as connu. Bien sûr, bien Les sûr. Adidas bien sûr. Stan Smith. Et moi, j'avais que ça parce que Mm. c'était la Hess. C'était compliqué. Ça Et lui, va il quand m'a même, Stan Smith. C'est un C'était truc, Ouais, quand mais même non, propre. parce que j'avais la même pendant Ok. des. Ok. C'était peut-être celle du grand frère. C'était celle du grand frère, tu vois. Ok. Et en fait, il me disait, t'es un ancien, parce qu'à l'époque, c'était Ah ouais. pas une Dépassé insulte d'ancien. l'ancien, Ouais, mais ouais, c'était ouais. rabaissant. Ouais, ok. Et comme lui, ben, c'était le seul qui m'appelait comme ça. Et ben en fait, à force, ben, tout le monde, après, au fur et à mesure, qui Kamel? Kamel l'ancien. Et en fait, c'était mon nom bien avant que je sois connu. Bien Ok. avant que je sois connu. Et quand C'est tout. Et quand t'es arrivé dans ce milieu du rap, avec ce surnom directement, parce que t'es arrivé jeune dans le rap, Ouais. et on t'appelle directement Kamel l'Ancien, t'as pas été moqué, t'as pas été critiqué Bah, par en rapport fait, à ce surnom? bizarrement, les gens trouvaient ça très, très original. Ok. Il kiffait de fou. Parce qu'il disait, wesh, il a 19 ans, il se fait appeler Kamel l'Ancien, c'est comment? Et quand je racontais l'anecdote que je viens de te raconter, bah, il me disait, bah, c'est ton surnom en fait, tu vois. Donc, Parce que toi, t'arrives dans le rap à quel âge? en fait, moi, comme j'expliquais à Yanis, en fait, moi, je me suis fait connaître
dans le monde du rap underground, Mhm, vraiment pour mhm, les puristes, mhm. j'avais 18 ans. Mais Ok. les gens, le grand public ne me connaissait Connaissais pas. pas encore. Je suis arrivé dans les mixtapes. Je sais pas si tu as Mhm. connu les Bien sûr, mixtapes. bien sûr, C'était bien un sûr. format C'est cassette. condensé, ouais. Voilà, c'était format cassette. Ça se vendait de main en main dans les quartiers. Ça se vendait de main en main à Châtelet, beaucoup à Ok. Châtelet, beaucoup à Clignancourt. Et moi, j'étais présent sur toutes les mixtapes qui se faisaient à l'époque. Ok, Tu vois. ok. Donc, Et à l'époque, il y avait ce truc où pour rapper avec d'autres personnes, c'était compliqué, c'était beaucoup de... Parce que aujourd'hui, pour rapper avec quelqu'un, il y a beaucoup... Même pour les petits rappeurs aujourd'hui, t'as toujours des managers, des trucs... mais c'était nanana, même c'est pas... compliqué. Moi, à l'époque où je suis arrivé, moi, dans le milieu du rap, c'était même pas compliqué. Ça n'existait pas. Moi, je suis Ok. arrivé, il n'y avait même pas encore de portable. Ah ouais, c'est vrai. Donc, il y Donc, avait... du Mais coup, il y avait comme les je racontais managers à et tout Yanis, ça, ou il y moi, avait j'ai pas des anecdotes de fou, moi. Ouais. Non, moi, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de manager. Ah ok. Non, D'accord. moi, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de manager. Ça n'existait pas. Mhm. Moi, il y a des gens, pour que je participe à leur mixtape, c'est des mecs qui venaient me chercher dans mon quartier. Ok. C'est-à-dire qu'ils se renseignaient. Ouais, Kamel l'Ancien, c'est un mec d'où? Tu vois, une fois, il y a des mecs de Mantes qui sont venus me chercher. Mhm. Il y a des mecs de Paris 19e qui sont venus me chercher. Ils venaient en voiture. Ok. Ils venaient en voiture. Ouais, vous connaissez Kamel l'Ancien? Ouais, il est là. Parce qu'à l'époque, quand on était jeunes, on traînait que en bas de... Monte au studio. Même pas. Demain, tu peux venir à tel studio. Après-demain, Ok. tu peux venir à tel studio. C'est ça l'adresse. Notée Mhm. sur Ouais, une c'est un feuille. petit- Tu vois, tiens, Mhm. c'est ça. Et c'était même pas des studios à l'époque. Ouais. C'était des petits trucs vite fait. Il n'y avait pas encore d'infrastructure vraiment Mhm. qui était vraiment sérieuse, tu vois. Et c'est comme ça que ça se faisait en fait. Ok. Incroyable. Et moi, en analysant profondément ton parcours, Ouais. j'ai été surpris parce que je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, tu es hyper connu pour la musique, mais qu'avant la musique, il y a le sport de combat. Ouais. Et en fait, à la base, le sport du combat, ça fait partie intégrante de ta vie, de ta relation avec ton grand frère, etc. Et moi, je voudrais que tu nous expliques un peu comment ton parcours, à travers tout ce qui est univers de combat, s'est déroulé au début. Bah, en fait, moi, quand je commence la boxe, Mhm. j'ai 14 ans, 15 ans. J'en fais malgré moi. J'ai un grand frère qui est plus grand que moi à cette époque-là, qui lui boxe en anglaise. Ok. Ok. Il boxe, il combat, il fait des combats, tout ça et tout. Mais à l'époque, c'est pas comme maintenant. Il n'y a pas de hype, il n'y a rien du tout. Ouais. Les gens ne font pas ça justement pour la fame ou quoi que ce À soit. l'époque, il était amateur ou déjà professionnel? Il était amateur, mais Ok. Dans un bon circuit amateur. Ok, Il était dans un élite, bon club à ok. Vitry avec. Ok. À l'époque du casque, il y avait encore le casque exactement. avant, truc. C'était en quelle année? Ouais, non, c'est vieux. Ouais, Mon c'est frère, encore, je ouais. crois que c'est à partir de 88, 89, Ok, ouais, c'est encore Tu vois. plus loin. J'allais 87, chercher, 88, l'Olympiade, mais je 89. sais Voilà, même pas c'est quelle Olympiade. il a presque 60 ans maintenant. Ok, ok. Tu vois. d'accord. C'est le père de Ahmed Ouari. Ah, le mais combattant. Douari. Ok, donc Et, combattant. et Abdella, qui à cette époque-là est boxeur Mhm. et jeune, tout ça, bah lui, il est déjà très engagé dans le quartier. Mhm. Donc lui, avec la mairie, lui donne une salle de boxe. Mhm. Bah, les premiers qui l'entraînent, c'est ses petits frères. Moi, Bien j'en fais, sûr. mais je suis dégoûté d'en faire, en fait. Parce qu'à l'époque, à 14 ans, 15 ans, c'est rare que tu veuilles boxer à l'époque où moi, j'ai vécu. À l'époque où moi, j'ai vécu, tu veux traîner en bas du quartier, tu veux, tu vois, tu veux de l'argent, tu veux sortir sur Paris, tu veux Mhm. tout ça. Non, mon frère, il veut pas de ça parce qu'il sait qu'en allant à la salle de boxe, je vais éviter tous les soucis du quartier. Et d'ailleurs, Ok. c'est ce qui s'est passé. Alhamdoulilah, c'est En vraiment... plus, à l'époque, il n'y avait pas de figure d'exemple qui réussit. Il n'y avait pas une personne qui avait réussi dans la boxe. Donc, tu pouvais pas te dire, ouais, grâce à ça, je vais pouvoir rentrer dans ça. Il y avait un autant, grand de mon etc. quartier qui s'appelle Hakim encore maintenant, Ok. donc j'ai fait le Et morceau. ah ouais, donc Et c'est qui ce est, fameux qui est le Hakim. meilleur pote de mon frère Abdella à cette époque-là. Et c'est vraiment lui, ça. Donc, le Ouais, Hakim, c'est l'histoire, vraiment. l'histoire, elle est vraie de A à Z, le Ok. morceau Hakim. Et, Bah, c'est- lui, donc, du coup, lui, il connaît pas Bien Hakim. sûr, Mais moi, je bien le sûr. connais très et ce que je vais connais dire, très bien ce que Hakim. je vais dire sans le dénigrer, bien sûr, parce que c'est un frère que j'aime beaucoup, c'est un grand frère, mais c'était pas trop un modèle parce que la boxe, ça l'a détruit Hakim. Ok. Tu vois. Bah, l'histoire, dans le Voilà. son Hakim. C'est un Ça, mec qui a c'est- ça, réussi. c'est Il était, tragique, au il final. était dans le domaine du professionnel. Mhm, Il combattait un peu partout. Il a pris des combats très durs. mhm, Il a pris des grosses coups frappes. durs, ouais. Et en fait, après, ben, il a eu une méningite. mhm, Et une méningite, soit ça te laisse sur le carreau, soit tu vis avec une maladie. mhm. Donc, c'était pas un bon exemple. Ok. C'était un bon exemple parce que Hakim, c'était un beau garçon. C'était un mec, quand il faisait du shadow en bas du quartier, il était beau à voir. Mais on s'en foutait de ça. Mais c'est Tu vois. c'est un bon sujet, le sujet bon exemple et contre-exemple. Il y a plein de personnes, on se dit, Exactement. c'est pas un bon exemple, mais au final, c'est un exemple qui rend service parce que c'est cette route-là qu'il faut pas prendre
Et en plus, dans le son et dans la carrière de Hakim, il y a eu des hauts et des bas. Il y a surtout eu beaucoup de hauts au début. Quand il Exactement. prend le train et qu'il va défier le plus fort de Exactement. la ville et que tout le monde l'aimait, Ouais, etc. ouais, ouais. Et qu'est-ce qui a fait qu'il devient au final ce mec qui finit dans l'alcool et qui se fait avoir par ce monde-là, parce que c'est un monde Exactement. compliqué. Quand Exactement. tu vois, c'est beaucoup de lumière et beaucoup de trucs. Et en Exactement. général aussi dans ce sport, et ben, les gens aiment la lumière en général. Et du coup, je pense que servir des contre-exemples, c'est hyper important. Tu vois. Mais grave. Moi, je sais que, je te dis franchement, en toute honnêteté, quand je commence la boxe avec mon grand frère, je te dis la vérité, si j'aurais pas passé par ce chemin-là, là, Mhm. ça aurait été très compliqué. Parce que nous, à l'époque, il n'y avait aucune structure, il n'y avait rien du tout pour s'en sortir. C'est-à-dire, c'était soit ça, soit tu déviais, mais quand tu déviais Mhm. pour de vrai, parce qu'à l'époque, c'était pas les mêmes tournants. À Mhm. l'époque, c'était l'alcool. Tu vois, c'était vraiment les trucs qu'il y avait à proximité. Mhm. Les drogues dures. C'était pas comme maintenant. Il y avait moins de vices que maintenant, Mhm. mais les vices qu'il y avait, ils étaient destructeurs Ouais. pour ta vie. Mais quand tu es rentré dans ça, c'était fini. Il n'y avait plus de, Ah non, il y c'était avait plus de fini. machine arrière. Donc je commence la boxe avec mon frère Mhm. et en fait on s'entraîne tous les jours. On commence à faire même de la compète. Moi j'ai commencé à faire de la compète de boxe française. Je me faisais massacrer en Ah, plus. ça va. Ouais, la savate. Parce que nous on arrivait en mode boxe de mecs de Ouais, bah quartier. oui. On tombait contre des blancs. Mhm. Tu vois, c'est la vérité parce Bien que c'était sûr, un sport bien de... sûr, tu bien vois. sûr, c'était sport de blanc, Et les là, mecs ouais, ils à arrivaient l'époque. super techniques, leurs grands coup de pied pantalons, oblique, tac. tout ça et tout. Donc en fait, tu vois, donc on se faisait massacrer. Et en fait, moi, on en parlait au téléphone tout à l'heure, ce qui me frustre un peu, c'est quand je rencontre des gens et qui me disent ouais, c'est bien, après la musique, t'as pris un autre tournant, maintenant t'es dans le MMA. tu vois. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, on l'a fait pas pour les gens. Mhm. Tu vois, nous, ce qu'on faisait à l'époque, c'était pas pour les gens parce qu'il n'y avait pas ce truc de réseaux sociaux. Ça n'existait pas. Ça, c'est venu avec le temps. Tu Bien vois ce sûr, que je veux bien dire, sûr. Sohaib. C'est venu avec le temps. Donc, en fait, nous, on est tombés malgré nous dedans. Moi, quand je faisais de la compète de boxe française, quand je rentrais le soir, j'allais rejoindre mes potes en bas du quartier. J'étais pas là. Tu vois, je mets une photo de mon combat, il y avait même pas de photo, frère. Il y avait même pas de photo. Il y avait C'est même vrai, pas ça. quand il y tu te avait rends rien. compte aujourd'hui, on s'en rend T'as compte capté. aujourd'hui, bah, c'est trop facile. En gros, pour les gens de se faire connaître par rapport à avant, c'est trop facile. Aujourd'hui, tu fais même pas un combat, C'est ce tu que vas j'allais dans un dire. sac de frappe, tu fais Merci. du shadow, ça passe un peu, une bonne petite musique derrière, Mhm. et c'est fini, tu vois, t'es le boxeur combien de personnes aujourd'hui, tu les vois dans la bio, boxeur, nanani, tu vois, Mais dans moi, leur bio Instagram, moi, je pense bio comme truc, toi, nanana. mais je pense encore pire. Mais le problème, c'est que tu peux pas le dire, surtout quand t'as un blaze comme moi. Et en plus On de dit ça, tout aujourd'hui, nous ici on est là pour tout dire. ouais, mais quand t'es un peu âgé, les gens ils vont te traiter d'aigri. Ouais, Tu sais, ils ont l'insulte etc. Ouais, facile. bien sûr, bien sûr. Ils vont te dire non, mais lui, c'est un jaloux. Ouais, t'as pas réussi, t'as tu pas vois. réussi à faire ce qu'il a voulu faire. Exactement. Truc, là. C'est pour ça que les vérités, des fois, elles sont pas toutes bonnes à entendre. Tu vois, des fois, il faut garder pour soi. Bon, là, c'est un podcast, c'est pas Mhm. pareil. En plus, c'est la Mais famille. après, il faut savoir Donc, tu vois, il faut savoir, je pense, il faut savoir il faut le savoir dire. le dire. Je pense que tout Voilà. est entendable, mais il faut Je juste suis savoir d'accord le avec dire. toi. Et il y a aussi cette légitimité où je suis obligé de parler de ça. Mhm. Parce qu'à un moment donné, c'est bien aussi de se justifier, Mhm. tu vois. Mhm. Parce qu'il y a des Pour gens que les ils gens se disent, comprennent, bah moi oui. je sais qu'il y a plein de gens, ils sont venus au duel fighting. Mhm. Votre concurrence, mais Moi, pas j'aime concurrence bien, parce que que je sais non, comment je t'es. kiffe, C'est parce pour ça que je t'ai envoyé un C'est pour ça message, que j'en j'ai parlais. kiffé Je sais très bien, je te connais. Et Mm. Sohaib, t'es comme si j'avais grandi avec toi. Depuis qu'on s'est vu le premier regard, J'aime il y a bien. des gens comme ça, pas trop Yanis, parce qu'ils ne me connaissaient pas. Là, je rigole. Si t'as regardé, Mais tu vois, pourquoi il me regarde lui en duel fighting, il y a un gars qui est venu, c'était un préparateur physique. Mhm. Et on s'est rencontrés dans un couloir. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Donc la première question, ça allait. Tu vois, je lui dis, bah, comme toi, je suis venu à gala. Parce que nous, on reste toujours plus humble qu'il le faut. Mhm. Parce que quand tu as un nom, moi d'ailleurs, c'est un truc que je voulais faire une petite parenthèse dessus. Ce qui manque aujourd'hui, c'est de l'humilité, tu vois. C'est ce qui manque. C'est pour ça que les jeunes de maintenant, tu as capté, ils veulent tous briller parce qu'ils n'ont pas des bons modèles. J'allais dire, T'as c'est capté? pourquoi C'est l'humilité très elle est pas important. mise en avant, parce Bien sûr. qu'aujourd'hui l'humilité c'est pas hype d'être humble, Pas du tout. tu vois, et c'est ça le problème. Pas du tout. Le mec humble, et en fait t'as des sportifs qui le sont, et je pense à des grands noms, des Teddy Riner, des noms Grave. hyper exemplaires, Grave. mais c'est pas eux les mecs les plus hype. Aujourd'hui tu vas Non, plus pas entendre, du tout. alors que en termes de résultats c'est des mecs qui ont Voilà. fait des résultats que peut-être personne ne Personne. refera Ouais. derrière. Mhm. Mais le problème, c'est que c'est pas ce qu'ils vendent. Après, Teddy, c'est une exception parmi tous les noms, mais tu as tellement de sportifs hyper humbles Mhm. et au même niveau
t'as des mecs qui parlent beaucoup et qui sont beaucoup plus vus, beaucoup plus reconnus et qui gagnent plus d'argent aujourd'hui fou. parce que c'est un business, ça reste un boulot. Et aujourd'hui, pour être vu, il faut parler. Donc, Et tu sais, le gars, il me dit, pour revenir à... Je vais rebondir sur ce que tu disais. Tu vois, genre, en gros, tu vois, j'étais obligé de me justifier, mais proprement. Donc, c'était un double taf. Garder l'humilité qui vient de parler, et en même temps, dire au gars, parce qu'il insistait, en fait. Mais tu fais quoi ici et tout? Je lui dis, bah, je coach un élève, tu vois. Mais depuis quand tu coaches? T'es dans le sport. Ah, j'ai compris. T'as arrêté la musique et maintenant tu t'es mis dans un projet. Reconverti et dans après, tu expliques gentiment aux gens, tu dis, écoute, tu faisais avant. Voilà, tu vois, nous on est là. Tu connaissais C'est pas le parce qu'il y a MMA, les caméras maintenant, dedans. mais on a toujours été là en fait, tu vois. Mais en fait, ils savent pas que Le free Kamel, fight, il était à l'époque du free fight. On en parlait avec ton frère. Il était déjà avec Khabib, il était déjà avec parce que c'est Yes, bien, il faudra en parler ça. Ouais. T'as pris ton comme on dit chez moi, t'as pris ton baluchon et t'es parti. Ouais, ils m'ont invité. En Russie, t'es parti. Bah, je les ai Comment invités, ça ils s'est sont passé venus. Eux aussi, ils sont venus chez moi à Paris. Comment ça s'est pendant passé? 2 C'est semaines. fou. Ouais, ça c'est un épisode de ma vie, c'est ouf parce que je suis arrivé à Dubaï pendant le deuxième confinement. Je disais à Yanis au téléphone tout à l'heure. De toute façon, c'est tout dit. Pourquoi on n'a pas enregistré, mon frère? De toute façon, t'en fais pas, j'ai une panoplie de questions à te poser, t'inquiète pas. Et en fait, tout simplement, j'étais à Dubaï pendant le deuxième confinement. Et un pote à moi m'a conseillé un hôtel qui était vraiment propre. Il n'y avait personne, tout ça et tout. Bref, je me suis retrouvé dans cet hôtel-là et c'était l'hôtel où Khabib préparait son camp pour son dernier combat. Ok. Donc il y avait Khabib dans le même hôtel que moi. Bon, moi, c'est comment je suis. Moi, je m'en fous un peu. Il y a qui est là, tu vois. Et dans l'hôtel présent, comme il y avait le Covid, il n'y avait personne. Ok. Et du c'était... coup, il était quoi Ah oui, bah oui, les gens ne pouvaient pas venir. Donc, ouais, ok. C'était fermé. Ok. Et du coup, bah, moi, j'étais dans cet hôtel-là pendant à peu près 2 mois, tu vois. Et le gars de l'hôtel, je tombe sur un gars marocain qui travaille dans l'hôtel, on discute, il me dit, écoute, moi je te fais une chambre à temps, tu peux rester, truc de ouf, il m'arrive un truc de ouf. Je reste à Dubaï, je sais pas combien de temps. Et en fait, au bout de même pas 3-4 jours, ben, je rencontre des Daguestanais dans l'hôtel, tu vois, et on commence à sympathiser, mais vraiment, moi j'ai plus sympathisé avec ses cousins qu'avec eux-mêmes, tu vois. Okay. Tu connais les gens qui sont, on va dire, les stars, tu vois. Bien sûr, ouais, ils prennent la distance aussi, et toi, ils sont dans le truc, ils font leur truc. Mais en fait, je les ai tous rencontrés. J'ai rencontré Islam, j'ai rencontré tout le monde. On était dans le même hôtel et tout. Et en fait, après, ben, c'est devenu presque des amis parce qu'on était pendant 2 mois ensemble. Ils m'ont invité dans leur camp d'entraînement. En plus, ils ont dû te voir avec les oreilles en chou. Ils ont dû se dire ouais, voilà. Après, ils ont vu que j'étais plus âgé qu'eux parce qu'ils me donnaient leur âge. Ouais. Quand ils ont vu que j'étais plus âgé qu'eux, largement plus âgé et tout, ils m'ont dit ouais, qu'est-ce que tu fais là tout seul et tout. Je dis bah, écoute, c'est bloqué, tout ça, il n'y a plus d'avion. Moi, je suis là. Voilà, en fait, c'est devenu des proches. Et de là, ben, ils m'ont invité. Vous êtes entraînés ensemble et tout ça, du coup? Ouais, plusieurs fois. Ok. Ouais, plusieurs fois. Et en fait, après, ben, ce qui s'est passé, c'est que ils m'ont invité au Daghestan quand le Covid était ça a réouvert, les portails sont réouvertes. Et moi, ben, comme j'étais présent sur les réseaux, j'ai dit ça va me faire du contenu, tu sais comment c'est. Bien sûr. Et en plus, ils ont insisté à m'inviter plusieurs fois d'affilée, parce que ça s'est pas fait en un mois, en plusieurs mois. Je me suis retrouvé après là-bas. J'ai pris un vol, il y avait pas encore l'histoire de Russie-Ukraine. Donc j'ai parti, j'ai pris Air France, ça s'est super bien passé. Moi, je pensais que c'était un périple. Je suis arrivé au Daghestan. Et bon, ils sont venus me chercher à l'aéroport. Et de l'aéroport jusqu'à le dernier jour, ils se sont occupés de moi de A à Z. Donc là-bas, j'ai eu la chance de m'entraîner avec eux, de partager beaucoup de choses avec eux, d'aller chez eux dans les villages, tout ça. Hormis le sport, on a fait énormément de choses. Et quand moi, je suis rentré à Paris, j'ai invité le cousin de Khabib, qui était très proche de moi, qui est proche de moi encore maintenant. C'est un combattant. Et il est venu à Paris. Par contre, lui, il est venu 3 semaines chez moi. Il combat où ce cousin? Il était à l'organisation russe que Khabib, tu vois, il était président. Oui, je sais plus. Il gueule. Ouais, je vois comme ça. Et du coup, bah, maintenant, là, il a été au l'UAE Warrior. Ouais, ok. Et là, il va évoluer au Bellator. D'accord. Ouais, donc c'est un gros niveau. Ouais, c'est un petit prometteur c'est son cousin. Okay. Et c'est un petit prometteur. C'est Magomedov, donc on mise aussi dessus. Ouais, aussi, voilà, exactement. Et qu'est-ce qui t'a marqué, toi, là-bas, dans leur façon d'être, leur façon de travailler, leur hygiène de vie, peut-être? En fait, moi, ce qui m'a le plus interpellé, comme je disais encore une fois, ce qui m'a le plus interpellé chez eux, au niveau du sport, déjà, premièrement, au niveau du sport, c'est la discipline. Ça, c'est un truc qui m'a marqué et c'est un truc aussi que j'inculque à mes élèves aussi maintenant. C'est la discipline et c'est ce qui m'a choqué le plus. Je pense que tu dois connaître ça aussi dans la boxe anglaise, c'est la répétition.
Moi, ça, c'est un truc qui m'a le plus marqué parce que moi, je suis issu d'un club qui s'appelle le Comité Team. Mais avant ça, j'étais dans plein de clubs, le Vic, tout ça. Bien J'ai sûr, fait ouais, plein on de connaît, clubs on connaît. en 2002, 2003, il y a très longtemps. Et déjà, à cette époque-là, on faisait que du sparring dur, tout ça et tout. Mhm. Et ce qui m'a agréablement surpris, c'est que là-bas, on va dire, je m'entraînais du lundi au samedi. Ok. On faisait peut-être En bi-quotidien, 2 fois par jour ou bien juste 2 une fois par jour. Ok. Et même quand c'était 2 fois par jour, on faisait peut-être, allez, 2 sparring par semaine. Ah ouais. Ouais. Pas beaucoup de mise de gants du coup. Et moi, je pensais que c'était propre à moi. Ils ont dit, ils ont vu que Ouais, c'était on veut vieux, pas tout le ça et tout. on veut pas trop truc. Mais sauf que j'ai été dans des salles où ils ont vu, sans prétention, que j'avais un niveau quand même. Mhm. Par exemple, quand j'étais dans la salle de Zabit, Zabit, bien sûr. le soir même, il m'a invité chez lui direct. Il m'a dit, ouais, t'es technique, tout ça. J'étais Mhm. trop content, tu vois. J'étais content. Ouais. Et en fait, je pensais que il voulait pas appuyer avec moi. Ok. Mais en fait, j'ai vu qu'en fait, c'était avec tout le monde. Parce que je suis resté quand même 3 semaines. Et j'ai vu que quand la semaine a passé, quand je le voyais tourner avec d'autres gens, Mhm. c'était pareil en fait. Mais Ça moi, on tournait m'avait très dit- technique. Mais ça, Ouais. ça appuie pas. Moi, on m'avait dit que Pas du déjà tout. pour Ils aiment pas le religieusement piment. parlant, etc. Déjà, nous, il Ouais. faut savoir que la France, on a un gros pays de striking. Il faut savoir qu'il y a un niveau quand même dans le striking. En France. Exactement. Et en Europe aussi en général. Et que là-bas aussi, religieusement, par souci religieux, je pense qu'ils aiment pas trop mettre des coups à la tête, etc. Donc, c'est ce qu'on m'avait dit. Donc, ils C'est ce essayent que j'ai cru comprendre. Ouais. ils essayent d'éviter. Et même quand tu vois, en général, mis à part Hamzat qui l'a fait, mais plus trop maintenant, ils enchaînent pas beaucoup de combats. Tu vois, les Dagestanais, etc., ils combattent pas beaucoup. Ils combattent 1 fois, 2 fois l'année, des gros combats. Mais sinon, ils essayent d'éviter au maximum de... Exactement. Et la deuxième chose qui m'a interpellé, c'est en fait, eux, ils n'ont pas du tout la même perception des choses du combat. Mhm. Eux, ils combattent pour eux, leur famille, sortir leur famille Mhm. de la Là, pauvreté. c'est un échappatoire. Ouais. Voilà. Là-bas, tu n'as pas 36 000. Tu sais, moi, je sais qu'au Daghestan, le salaire mensuel, c'est très compliqué. La vie, elle est dure là-bas. La vie, elle est très dure. Malgré que tu le vois pas direct, parce qu'ils sont toujours souriants, il y a toujours à manger sur la table, ils sont très serviables. Franchement, au Daghestan, j'étais choqué comment ils sont serviables, c'est abusé. Mhm. Franchement, c'est... Ouais, des gros plats de viande avec Ouais, leur c'est truc, incroyable. Même quand ils voient que, tu sais, moi, il y a des gens, ils m'interpellaient dans la rue, frérot, là-bas. Tous les jours. Tous les jours, j'avais une invitation de quelqu'un. Tous les jours. Ah ouais, de ouf. Surtout quand ils connaissaient pas mon parcours, mais dès qu'ils me voyaient avec des gars, je marchais dans la rue, ils allaient les voir direct. C'est qui lui? Ouais, c'est un gars, il s'appelle Kamel. Mais c'est quelle origine? Mhm. Ouais, c'est un Marocain, mais qui habite à Paris. Mais non, il habite à Paris. Oh, là-bas, c'est dur pour eux, la vie, les musulmans et tout. Eh, vas-y, invite le soir à manger chez moi. C'est fou. Hein. Ok, c'est même pas juste parce que tu étais avec Khabib, c'est Pas du vraiment. tout, pas du tout. Non, franchement. C'est leur hospitalité, ils sont comme ça. Non, franchement, pas du tout. La vérité, ils s'en foutaient de ça. En fait, là-bas, ils s'en foutent que tu es une personne connue ou pas. Ok. Ils s'en tapent. Et du coup, ce qui m'a le plus interpellé, c'est la perception. Comment ils. Tu vois, pour eux, le combat, c'est pour sortir toute une. Parce que un combattant là-bas qui est connu, qui a de l'argent, c'est pas juste sa famille qui sort de la misère. Ouais, c'est la tout un famille, village. Bien sûr. C'est tout un village. Et c'est- Avant le MMA, déjà, le Daghestan, on connaissait pas trop le Daghestan. Pas du tout. C'est le MMA, je pense, Mhm, avec pas du tout. la famille Nurmagomedov, Voilà. etc., qui a mis Malheureusement, annonce on a connu le Daghestan. Moi, personnellement, comme je suis plus vieux que vous, j'ai connu l'histoire de Ouais, mais de le la grand Tchétchénie. public en général. Ah non, ouais, pas du Ouais, tout. le grand public en Nous, on a général. connu avec la guerre, Ouais. déjà. Tu vois, moi, je me rappelle, j'ai eu la chance, quand j'étais plus jeune au Kremlin M7, je connaissais déjà des Tchétchènes et des Daghestaniens. Moi, j'en connaissais déjà. Mhm. Et la plupart, nous, au Kremlin M7, dans mon quartier, il y avait une famille de Tchétchènes déjà qui étaient réfugiés politiques, tu vois. Ok. Et eux, on a connu avec la guerre. Et après, on a connu avec le MMA, tu vois. Ok. C'est ouf quand même, tu vois. Mhm. C'est pour te dire que déjà, ils ont grandi dans la dureté, en fait. Bien Et sûr. moi, ce qui m'a Mhm. choqué le plus, c'est dans les salles de sport, c'est la discipline. Je ne savais pas que c'était autant. Et la deuxième chose qui m'a choqué le plus, c'est vraiment eux, le sport de combat, c'est un échappatoire pour justement subvenir aux besoins d'eux et de leur famille. Ça tu peut être un vrai travail pour eux là-bas. Mhm. C'est ce que tu me disais au téléphone. Moi, personnellement, quand j'allais dans les salles, pour moi, c'était comme des robots. C'était un travail. Mhm. J'ai pas retrouvé ce truc qu'il y a en France. J'ai eu la chance de m'entraîner à Los Angeles, dans plusieurs pays différents. Mhm. Tu sais, il y a toujours un mec qui vient, il met de la zikmu, il fait du shadow, il raconte sa life. Mhm. Tu vois, Ouais. tu vois, Ouais, ça, tu vois, tout à l'heure, tac, je vais aller au taf, tu vois. Ouais. C'est bizarre. Là-bas, quand tu rentres dans une salle, Il n'y a pas de social. Non.
Non, frérot, c'est travail. Et ce que tu nous disais Travail. au début par Tu rapport au fait de vouloir briller, les réseaux, etc., là-bas, tu l'as pas vraiment retrouvé. Ils sont plus sur. Pas du tout. Pas du tout. Ah non, non, pas du tout. Les combattants là-bas, déjà, la plupart des combattants qui sont connus, c'est même pas eux qui s'occupent de leur réseau. C'est même pas eux. C'est des boîtes de com qui ont été conçues là-bas pour. Il y en a, ils savent même pas peut-être tu vois, le téléphone, ils savent même pas. Tu vois, ils s'en tapent en fait de Instagram et tout, mais il est obligé d'y être parce qu'il a une carrière à mettre en valeur. Parce que maintenant, tu es obligé de passer par les réseaux. Tu vois, c'est ouf. Et après, là-bas aussi, il y a ce truc de. Quand tu es un bon combattant, moi aussi, je regardais des petits reportages, etc., sur comment ça se passe au Daghestan. Je voyais des choses qui te surprennent en tant que personne qui habite en France. C'est que tu vois les mamans, les familles, les parents. J'allais en venir, merci. Ils laissent les enfants se battre entre eux, là, tu vois, au milieu, Ouais, ça ouais. s'organise. Même en Par cours de exemple, tu vois, récré. nous, on fait une réunion de famille. Ouais. Ça mange des brochettes, ça joue à la rigueur. Celui qui veut jouer à la play, ça rigole entre vous, ça fait des snaps. Eux, c'est au milieu, dans le jardin, c'est. Allez. Ça fait On des voyez-vous, sparring, ça ça joue. fait des Moi, je l'ai vu soumissions. de mes propres yeux, ça. Mais en fait, c'est normal. Parce qu'en fait, au début, ça m'a choqué 2-3 jours. Mhm. Mais c'est vite rentré dans mon cerveau. En plus, moi, je suis quelqu'un qui emmagasine beaucoup. Tu sais, quand j'emmagasine les choses, Mhm. directement le lendemain, je les mets en pratique. Je sais Ok. que c'est normal, tu vois. Je suis quelqu'un, j'arrive à, Ouais, tu ouais, vois, ça te surprend à plus dissocier après, direct. Je dis, en fait, c'est normal, tu vois. Ok. Mhm. C'est pas au bout du 4e jour et tout, j'étais choqué ça. Et en fait, pour moi, Mhm. c'était normal, tu vois. Parce que ça fait bien le lien avec le sujet dans lequel je voulais qu'on exploite. L'éducation, au final, ça a un impact aujourd'hui, les Dagestanais, dans le sport de combat, là où ils veulent performer, ça fonctionne très bien. Nous, notre éducation, il y avait ce débat en France de est-ce que la France est un pays du sport ou non. Après, la plupart des gens qui ont vraiment connu le sport et qui se déplacent dans les différents pays comprennent que on est plus dans le social que dans le sport en général performance. Et ça fait le pas sur est-ce que nous, notre éducation qu'on a eue vis-à-vis du sport de combat, et moi je parle de la boxe, toi je parle du pied-point, de la boxe, du MMA en général, Bien sûr, bien sûr. est-ce que tu as été incité toi par tes parents à faire est-ce que ça a été bien vu ou non? Moi, Tu vois. personnellement, la chance que j'ai eue, c'est encore le grand frère. C'était la passerelle, en fait. Ok. Moi, je sais que mon père, paix à son âme, mon père, il aimait la boxe. Ok. Il aimait la boxe. Il aimait les sports de combat. Mhm. Mais pour mon père, c'était plus, tu vois, un truc en plus. Mhm. Mon père, la priorité, c'était le travail. Si tu travaillais pas à la maison, tu n'avais pas ta place. Ma mère, elle, non. Ma mère, elle a toujours été contre la musique, comme je t'ai dit tout à l'heure, et contre le sport. Ma mère, elle veut pas de ce sport-là. Tu vois, encore plus pour ses neveux. Tu vois, par exemple, Ahmed, Mhm. mon neveu qui combat, tu Elle vois, veut pas. ma mère, tout le temps, elle me dit non, il est jeune, faut qu'il arrête, faut qu'il Et se c'est préserve, triste. tout ça. Et tu penses pas que ça reste un souci, même si eux Mais- ont été éduqués comme ça et qu'ils recalquent ça en général, l'éducation, tu recalques l'éducation que tu as eue sur tes enfants. C'est un sujet, on pourra en faire 10 des podcasts. Bah oui, dessus. c'est important d'en parler Tu vois. parce que moi-même, tu vois, je suis boxeur, je suis boxeur de haut niveau, je suis en équipe de Je France, sais très etc. bien. Ben, j'ai commencé à y aller en cachette, tu vois, dans les salles de boxe. Jusqu'à ce que moi, je suis issu d'une fratrie de 6 frères. Ouais. Donc j'ai rencontré un jour mon frère à la salle et il m'a vu aller à la salle et même lui, comme la maman ne voulait pas que je fasse de boxe de base, c'était d'abord l'école et si ça va à l'école, si ça se passe bien à l'école, t'as l'autorisation d'aller parce que ça reste au final comme on dit, c'est du divertissement, c'est pas un truc que tu peux exploiter, tu peux pas vivre c'est pas un métier. Donc si tu performes à l'école, si ça se passe bien, tu pourras aller. Si ça se passe mal à l'école, tu n'iras pas, tu vois. Et je pense que après on a été éduqués comme ça et je pointe pas du doigt nos parents qui se sont moi ma mère elle s'est battue pour nous éduquer et je la remercie remercierai jamais assez. Mais je pense que si on avait réussi à trouver un entre-deux entre sport et école, j'aurais pu peut-être continuer dans les études et continuer dans le sport en même temps parce que j'ai été obligé de moi de faire un choix. Quand aujourd'hui quand j'ai été accepté en équipe de France et que je suis entré en équipe de France, j'ai dit ok, l'école c'est bon, c'est école de côté, maintenant c'est la boxe. Peut-être que si j'avais eu ce truc depuis le début, ben, jumeler les deux, travailler avec les deux en même temps, peut-être que j'aurais continué peut-être dans mes études aujourd'hui, tu vois. Tu sais comment on appelle ça? On Comment? appelle ça le choc des générations. Mhm. Et le choc des générations, ça laisse beaucoup de négatifs.
énormément de négatif. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est un sujet très intéressant et il faut vraiment prendre ça avec des pincettes parce que comme tu as dit, tu as parlé de l'amour qu'on a pour nos parents. Il n'y a pas de problème. Tu vois, ça c'est un truc, on peut mourir pour nos parents, tout le monde le sait. Surtout, on peut rester à Kremlin pour nos parents, comme on disait tout à l'heure avec la maman. Mais il faut savoir un truc, c'est que quand je parle de choc des générations, c'est qu'en fait, nos parents, ils nous ont éduqués malheureusement avec des protocoles. Nos parents, ils nous ont bien éduqués, il n'y a pas de problème. On regrette pas l'éducation qu'on a eue. Mais le problème, c'est que nos parents, ils nous ont éduqués avec des protocoles qui eux-mêmes, ils ont subis, de génération en génération. Sauf que le problème, à l'époque, il n'y avait pas trop de soucis parce que les générations d'avant, nos parents, et les générations de nos parents, elles se ressemblaient beaucoup. Sauf que le problème qui s'est posé, c'est qu'après, on est arrivé dans une toute autre. Voilà, on est arrivé dans une toute autre génération. Et là, c'est ce qu'on appelle le choc des générations. C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu as 15 ans. Tu achètes une paire de Air Max à 80 €. Ton père, il sait que tu l'as acheté 80 €. Ton père, il va bugger, frère. Pendant une semaine, il va pas être d'accord. Il va être triste. Comment ça? Il y a plein de... Mais en vrai, de vrai. J'achète des trucs. Ouais, mais... J'arrache le ticket de caisse, tu vois. Le ouais, ticket en de vrai, caisse, je de le mets vrai. dans la poubelle, je le mets dans le truc. En vrai, de vrai, qu'est-ce que tu as fait de mal? Ouais. Et ça a été... Là, on en rigole. Mais ça a été fatal pour certaines personnes. Il y a des gens qui ont arrêté des carrières à cause de ça. Il y a des gens, des filles de notre génération, elles n'ont pas été dans des milieux à cause du choc des générations, à cause des protocoles. Parce que la mère, qu'est-ce qu'elle dit à sa fille à ce moment-là? Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont dire de moi les autres? Parce que c'est ça, hein. C'est même pas genre pour ton bien ou pour ton mal. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est juste pour le regard des gens. Parce que surtout que je pense que ça doit toucher encore plus la gente féminine que les hommes aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, nous, en tant qu'hommes, on n'a pas eu plus de... Comment bien dire ça? On n'a pas eu plus de choix aujourd'hui sur ce qu'on pouvait faire. Avant, la femme, elle était cantonnée à faire quelque chose. Aujourd'hui, c'est plus ouvert, tu vois, dans les boulots, dans les jobs, dans les entreprises. Maintenant, tu as énormément de femmes qui entreprennent et qui vont entreprendre très bien. Ce truc-là entre cette génération-là et ce décalage-là entre toi, tu es voué à faire ça et aujourd'hui, maman, je veux ouvrir mon salon de je ne sais quoi. Frérot, ça peut être mal vu, tu vois. On peut en parler pendant des nuits et des nuits. Les protocoles, ça a laissé des dégâts, ça a fait des dégâts. Moi, je l'ai vu arriver ça il y a très longtemps. J'ai dit, il y a des gars là, avec l'âge. Parce qu'en fait, comment le cerveau il fonctionne? Tes parents, ils t'interdisent plein de trucs quand tu as 20 ans. Tu calcules pas, tu as 20 ans. Tu sors avec tes potes et tout, c'est pas grave. Ma mère, elle m'a pas laissé faire ça. Elle m'a pas laissé faire ci. Mon père, il veut pas que je fasse ça comme métier, ça. À 20 ans, ça va. Mais quand tu arrives à 40 ans, passé, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, il a été créé comme ça. Il se met en mode retour en arrière. Ah, mais en fait, j'aurais pu faire ça en vrai. Mais ils m'ont pas laissé le faire. Et ça crée des dégâts. Moi, je l'ai vu. Hein. Moi, je connais des gens, ils ont le seum contre leurs parents. C'est un podcast, on a dit on parlait français. Bien sûr. C'est la vérité. Moi, des mecs de ma génération, ils ont le seum contre leurs parents. Parce que leurs parents, ils les ont pas laissés faire ce qu'ils voulaient faire à l'époque. Et ça, c'est un truc, dans notre communauté, malheureusement, c'est un sujet tabou. Quand on parle, les gens ils disent « Ah, on dirait que tu renies tes parents et tout. » J'ai pas dit que je reniais mes parents, je suis encore en vie, je respire. C'est eux qui m'ont mis au monde. Mais dans leur éducation, il y a eu des failles. Il y a eu des grosses failles, frérot. Il y a eu des grosses failles. Moi, par exemple, je vais prendre mon exemple, parce que c'est un sujet, on va y arriver, mais on va y arriver tout de suite. Moi, un des faits, pourquoi j'ai arrêté la musique, c'est par rapport à ma mère. Et moi, ce que j'ai subi avec ma mère quand j'ai arrêté la musique, mais wallah, que tu dis c'est un film, c'est pas vrai. Parce que moi, je me cachais quand je faisais de la musique. Frérot, même quand j'étais connu, ma mère, elle le savait pas. Parce que ma mère, c'est de l'ancienne génération. Bien sûr, ça l'est déconnecté. Déconnecté, tu vois. Elle a découvert WhatsApp il y a quelques années en arrière, tu vois. Il n'y a pas très très longtemps. Tu vois, donc elle connaît pas, tu vois. Et ma mère, à part ses 2 sœurs qu'elle a perdues, elle voyait pas grand monde.
Dans mon quartier, elle voyait pas grand monde. Et tu vois, à l'époque, les femmes, entre elles, elles parlaient pas trop. Elles allaient pas, ouais, ton fils, il est connu. Tout ça. Donc, ma mère, elle savait pas que j'étais connu. Hein. Quand j'ai sorti mon premier album, j'ai fait mon album dans le quartier, dans un studio dans le quartier. J'ai fait mes photos d'album dans mon quartier, parce que c'était en autoprod. J'ai fait tout seul. Hein. C'est moi et des potes à moi, on a mis l'argent. J'ai fait des clips dans le quartier. Ma mère, elle savait même pas. Elle le savait même pas. Comme tu me disais, elle a su vraiment quand tu as commencé à être connu. Quand j'ai commencé à être connu, tout ça et tout, c'était... Et comment elle l'a appris? Bah, elle l'a appris parce qu'elle est arrivée au Bled, au Maroc, dans son village. Tu connais. Ils ont rien à faire là-bas, ils galèrent. Tu vois. Mais ton fils, il est connu. Il fait des albums, tout ça et tout. Et comment elle l'a appris du coup? Ah non, frérot, c'était Starfallah. Guerre mondiale chez moi. Ouais. Guerre mondiale, elle me parlait plus. Je lui c'est- posais de l'argent, elle me jetait dans la figure l'argent. Ah ouais, moi, ça a été très loin. Elle parlait avec mes frères et moi, elle me parlait pas. Je suis passé par là. Mon père, moi. Mon père, limite, ça, tu connais les darons, avec, Ouais. tu vois. Oui, Tant que ça c'est reste un normal, bonhomme, truc, ouais. c'est pas grave, tu vois. Mais le daron aussi, ça le gênait en vrai de vrai, tu vois. Mais il me l'a jamais fait ressentir parce qu'il était plus, on va dire, ma mère, elle était Et en dure. plus, c'est mieux que tu fasses ça. Peut-être que ton père, il était plus conscient des dangers qu'il y avait aussi autour de toi. Et donc, il préfère te voir là Voilà. que te voir autre part. Mais tu mon vois. père, ça le flattait, tu vois, à l'époque. Ouais, tu tu vois, il y a quand même ça- ce petit truc de. C'est quand même une réussite. Et Même le si... truc de fou, c'est que pendant que je sors le premier album, à côté, je fais de la compète de grappling. Mhm. Ah, ça aussi, pas d'accord. Aussi. Ah, de fou. Alors que grappling, c'est pas une. Religieusement. Parce Ouais, que, non, ça- parce que l'éducation aussi, elle est basée beaucoup sur Ouais. les bases religieuses. Je t'interromps tout de suite. La plupart de nos parents, wallah que c'est pas par rapport à la religion tout le temps. Ok. Nos parents, c'est les protocoles et le m'as-tu vu des gens. Mhm. C'est ça que les gens, ils ont du mal à le... Je dis pas tous les parents. Mhm. Ma mère est très religieuse. Mon père, Mhm. là, il était très religieux. Moi, sur ça, Bien j'ai sûr, pas de bien problème. sûr. Tu vois, ma mère, il n'y a pas de problème Mhm. sur ça. Mais c'était pas le moteur de ça, c'était pas ça. Non, non, non. D'accord. C'était les protocoles. C'était surtout à l'époque, c'était faut que tu travailles. Mhm. Moi, C'est mon pas un père, travail, ma mère, ça. je travaillais manutentionnaire à Rungis. Mhm. Pour C'est eux, la j'ai- réussite, c'est trop. ben, C'est j'ai top. travaillé à Rungis, moi. Ouais, ouais, c'est top. À 16 ans, moi, j'ai arrêté l'école à 15 ans. À 16 ans, Ouais, mon fils, c'est un bosseur. j'étais à Rungis, je travaillais dans le poisson. Ah, c'était le meilleur. Mon fils, c'est un bosseur. Il se Ah, lève c'était tôt, le il meilleur. travaille, c'est dur. Et donc, Ah, c'est c'était le bien. meilleur. Fier d'eux, tu vois, ils étaient fiers. Mhm. Tu vois, Msaken, tu vois. Bah, parce que aussi, Quand dans je te leur. parle de ça, j'ai des frissons Ouais. parce que voilà, Msaken, tu vois. Parce que dans leur Ils ont- éducation, ils ont grandi par le. C'est le dur qui fait avancer. Donc, eux, pour eux, tant que c'est pas dur, aujourd'hui, ils préfèrent te voir gagner 1000 en cassant des pierres avec un marteau que gagner 10 000 en pianotant sur La l'ordinateur. vérité, Pour eux, Sohail, c'est moi, bien je vais sûr. dire la vérité. Tu sais comment j'ai. Ce que je vais dire, c'est un peu délicat, mais moi, tu sais comment j'ai pardonné à mes parents. Moi, je crois que je suis le seul dans ma famille. Moi, je suis quelqu'un. Je suis très cultivé. Enfin, mes frères, ils sont cultivés et tout, mais moi, j'aime bien chercher le pourquoi du Curieux. comment. Ok. Donc, moi, j'ai fait rétrospective. Faut que je vois la vie de mes parents, comment ça s'est passé. Mhm. Parce que mes parents, ils parlaient pas trop de leur vie, tu vois. Mhm. Mais quand j'ai su mon père, par quoi il est passé, quand j'ai su ma mère, par quoi elle est passée, j'ai dit, c'est normal. Tu peux pas leur en vouloir quand même. Mhm. Ma mère a grandi dans les montagnes. Parce que nous, en fait, on n'est même pas d'Oujda du Maroc. On est des montagnes. Ok. Entre Oujda, c'est la l'Algérie grande ville- et le c'est la Maroc. grande ville. Voilà. Pas C'est loin. la grande ville quand ils sont descendus, quand Ouais. ils avaient un peu d'argent. Mais ma mère a grandi dans les montagnes. Pas d'électricité. Déconnecté. Rien. Ah ouais. Avec un daron, mon grand-père, là, très dur avec ses filles. Parce qu'il a eu que des filles. Mhm. Très, très dur avec ses filles. Ma mère, à l'âge de 10 ans, 11 ans, elle travaille dans le blé, tout ça. Mhm. J'ai dit, mais en fait, Elle a grandi dans le dur, elle comprend. tout interdit. Mon grand-père, là, il interdisait tout à ma mère. Ouais, donc forcément, elle a été conditionnée J'ai comme dit, ça. mais c'est normal. Mon père a encore pire. Mon père, encore pire. Mon père, il se retrouve avec son père, là, mon grand-père, en Algérie. Mhm. Mon grand-père, il va aider les Algériens qui combattent en Algérie contre la France. Mhm. Mon père, il est obligé de travailler le blé. Il perd sa mère, toute jeune, enterrée en Algérie. Il travaille dans la terre. Il a 12 ans, frère. 11 ans. Ah, je dis, c'est normal, frère. Je suis
suis un ouf en fait. Mhm. Je suis là, moi je veux Mais tu qu'ils peux m'éduquent. pas leur en vouloir, bien sûr. Je vais faire le rappeur devant eux, je vais faire le boxeur devant eux. Moi, Alors que- Ah. Ouais, donc du coup, forcément, tu comprends tout ce protocole. tu comprends et tu leur pardonnes. Et quelque part, tu vois, ma mère, quand j'arrête la musique pour elle, Mhm. j'arrête pas que pour ça. Mhm. J'arrête aussi parce que moi, là-bas, je fais de la musique. Mhm. Je connais pas le showbiz encore. Mhm. Je connais pas, je sais pas ce qui se passe dans ce truc-là. Moi, je fais de la C'est un musique autre monde. parce que j'aime ça. Ok, passion. Moi, ah ouais, moi, à 15 ans, 16 ans, j'ai déjà tous les albums de Mobb Deep chez moi, de Ok. Rakim, Ouais, ouais. de Notorious Big. Je connais tout. Mhm. En termes de hip-hop, à cette époque-là, je connais tout. Ouais. Je sais qui est qui, je sais qui arrive, je sais que lui, il est chaud, je sais que lui, c'est un mytho. Je Mhm. connais tout. Donc moi, j'arrive, je fais mon rap. Déjà, j'écris. Je suis un mec qui écrit beaucoup. J'écris à mort, frérot. J'écrivais dans le bus quand je revenais de... Je me faisais taper en boxe. Je rentrais. Je faisais Quand des tu, textes. quand tu prenais des coups de Ouais, savate voilà, comme ça des par, coups par Clément. coups de et pied trucs. oblique. Jamais de ma vie, j'oublierai ce truc-là. Mais il t'a mis un coup de pied oblique. Arrête avec ce mot-là, frère. J'écris des textes, je suis à fond, tout ça et tout, tac. J'enregistre mes premiers morceaux, tout ça et tout. Je suis un passionné, moi. Mhm. Moi, t'as vu, j'arrive à cette époque-là, je suis un passionné. Mhm. Je connais pas, moi, les maisons disques, les nanana, directeurs artistiques. Tu vois, rien que ces noms-là, bien là, sûr. déjà, frérot, quand C'est j'en pas parle, pour moi. Ouais. je sais pas c'était quoi. Donc moi, quand j'arrive dans ce milieu-là, j'arrive en indépendant, j'arrive Kaira, tu connais, t'as vu les clips, on arrive, je fais des clips dans mon quartier, tout est réel, frérot. Mhm. J'arrive, c'est vraiment le rap underground comme Pur, j'aime. pur. Tu vois, parce que moi, à cette époque-là, j'écoute beaucoup du Nas, j'écoute beaucoup du Jay-Z. Mhm. Quand ils commencent leur carrière, c'est très rap rue, tu vois, Mobb Deep, tout Mhm. ça et tout. Moi, je suis dans ça. Tu vois, je suis dans ça et je veux perforer dans ça, tu vois. Je veux être le meilleur dans ça, tu vois. Et quand tu te confrontes au côté commercial, au côté maison de disque, Non, ça y est. c'est à ce moment-là que dans ta Ça y est, tête, Anis. tu... Là, quand je suis arrivé, la passion, c'était fini. elle est plus là. Très grosse erreur de ma part. Très grosse erreur de ma part. J'en parlais avec mes neveux tout à l'heure dans la voiture. Je disais, tu vois, il y a un groupe. Je suis pas forcément fan de leur musique, tu vois. Parce que j'écoute plus de rap. Je te mens Mhm. pas, j'écoute plus de rap. J'écoute toujours, moi, le même rap qu'à l'époque. Tu prends l'exemple de PNL. Tu sais pourquoi je les respecte de ouf, ces mecs-là? Mais vraiment, c'est même pas pour leur côté musique, même si je respecte ce qu'ils font. Mhm. Artistiquement parlant, je respecte ce qu'ils font parce que je respecte tout artiste, parce que c'est du travail. Mais c'est pas ça, c'est parce que le mec il fait ce qu'il aime. Mais c'est pas ça, moi, ce que j'ai kiffé sur eux. On en parlait tout à l'heure dans la voiture en venant à Lille. Je disais, eux, ce que j'ai aimé sur eux, c'est ils faisaient leur musique, mais si tu remarques bien, ils sont invités. Quand ils sont invités quelque part, ils y vont jamais. Ouais, ils ont tout coupé. J'ai jamais vu un podcast d'eux. Jamais vu un interview d'eux. J'ai rien vu. Pourquoi? Parce que c'est des mecs, ils savent très bien que si ils vont dans ce côté-là, ils auraient perdu ce côté passionnel. Ok. Moi, je l'ai perdu direct, le côté passionnel. Quand je suis rentré, premier album, je le sors. Deuxième album, je le sors. Et après, là, je commence à être approché de partout. Mhm. Parce que moi, j'étais anti-Skyrock, anti-média, truc, tout ça et tout. Sauf qu'après, pour faire des lovés, tu es obligé de... Bien sûr. Malheureusement, tu es obligé d'aller dans ce c'est truc-là. c'est l'industrie. Et là, après ça, c'était fini. Dès que Et j'ai c'est un commencé. bon sujet parce que ça me fait penser à ça. Quand on parle d'éducation et on parle de monde. Parce que nous, toi, tu viens d'un quartier, Kremlin, tu as l'habitude de grandir avec les mêmes personnes, de voir toujours les mêmes personnes, Bien sûr. d'avoir les mêmes rituels, etc. Bien sûr. T'as une façon de parler avec ces gens-là, Bien sûr. t'as une façon de te comporter. Et quand tu arrives dans ce nouveau monde-là, tu rencontres des personnes que tu n'as jamais rencontrées. Parce que peut-être au début, quand c'est entre vous, entre rappeurs, etc., vous êtes pareils. Mais ceux qui dirigent et ceux qui dominent, c'est pas des gens comme nous en général. Pas du tout. Et il faut savoir jouer de ces deux mondes. Moi, je dis qu'il y a quand même deux mondes. Et je pense que tu le comprends très bien quand je te parle de ces deux mondes-là. Bien sûr. Si tu arrives en KRA, Survet, etc., tu restes le pantin de service. Bah, moi, c'est ce qui m'arrive. Sans critiquer, sans truc, tu restes le pantin de service, mais tu peux pas avoir la main dessus, la main sur ce truc. Et c'est un peu l'intérêt de ce podcast-là, tu vois, de pouvoir se parler au grand public et dire qu'il existe deux mondes et qu'il faut pouvoir s'armer pour ce deuxième monde. Il faut savoir s'évoluer, se développer. Et l'éducation qu'on a eue, on nous a appris à rejeter et être à l'écart de ces personnes-là. Mets-toi pas trop dans ce monde-là. Ils vont te contrôler, ils sont plus forts que toi, ils sont plus intelligents, ça va trop vite, il y a les études, ils ont fait des grosses études, etc.
alors qu'on a notre place et il faut juste avoir des codes. Comme dans la Exactement. rue, il y a des codes. Exactement. Dans les salles de sport, il y a des codes. Exactement. Et dans ce monde-là, il y a des codes aussi qu'il faut avoir. Et toi, comment t'as vécu un peu ces deux mondes-là? Quand tu le parles, je, je crois comprendre que tu as un peu mal vécu la chose. Ah ouais, moi, ça a été... Est-ce que tu t'es dit... parce que nous, tu vois, chez nous, quand tu traînes maintenant avec des chefs d'entreprise, avec des personnes aujourd'hui... Avant, c'était pas les Arabes, c'était pas les Maghrébins, les Renois, etc. qui étaient au pouvoir de ça. C'était généralement les personnes qui avaient fait des études, qui avaient des trucs. C'était plus les Blancs, sans rentrer dans un truc de blanc, noir, rebeu. Mais c'était un peu ça. Et même moi, je l'ai vécu. Vivre avec ces personnes-là, c'était... Tu changes un peu, tu traînes plus avec nous, alors que ces mecs-là, ils ont énormément de choses à t'apporter, tu vois. Moi, j'ai rencontré des gens qui est devenu mon parrain, j'en parle souvent, c'est Thierry Landron qui est le patron de Merde où tu vas, où on ira manger cette fameuse pâtisserie tout à l'heure. Il m'a fait développer en tant que... De base, je l'ai vu que pour mon sport, et au final, le côté personnel a pris beaucoup plus de place que le côté sportif. Ouais, quand on se voit, on parle même plus de boxe, on parle de la vie de tous les jours. C'est quelqu'un qui m'a accompagné, m'a pris par la main et m'a aidé sur plein de choses. Toi, est-ce que j'ai eu cette chance d'avoir ce mentor-là? Toi, comment tu as vécu, toi, cette transition entre... Excuse-moi, ma question, elle est longue. Non, mais comment tu as vécu cette transition-là? Est-ce que tu as été jugé? Est-ce que tu as été jugé par les anciens du quartier? Ouais, ça y est, toi, t'as changé, t'es un bunchi, comme on appelle les autres, t'as un truc... Comment t'as été vu? Si tu mets une petite chemise, tu mets un petit pantalon à pince, c'était mal vu. Maintenant, aujourd'hui, c'est un peu plus truc, mais tu vois, tu comprends en fait, moi, quand j'arrive quand je sors mon premier album, il y a beaucoup de chance, il y a beaucoup de choses qui changent dans ma vie. Beaucoup. L'entourage. Et dans la ville où j'habite, le Kremlin-Bicêtre, c'est une ville que j'aime beaucoup, tu vois, c'est là où j'ai grandi, où j'ai fait toute ma vie, et là où j'habite encore aujourd'hui. Mais quand j'arrive au pic de ma carrière, c'est-à-dire quand je sors mon premier album, en termes de tous les quartiers de France, ils écoutaient mon album. Le Charme en personne, le Charme de la tristesse, tout ça, tout le monde écoute. Je t'ai dit, moi j'avais un pote à moi, il était en sourcil comme ça, comme c'est pas n'importe quoi. Comme ça la pochette de l'album. Comme ça la pochette de l'album. Et quand on sort cet album-là, il y a tout qui change. Il y a tout qui change. Franchement, moi je te dis la vérité, quand j'ai sorti mon premier album, la vérité, franchement, ce que je disais à un pote à moi le jour, je lui ai dit, j'ai eu la chance. Dans ce malheur-là, le bonheur que j'ai eu, c'est que j'ai vu la face de tout le monde, en fait. J'ai vu trop de choses, trop d'informations qui sont arrivées sur des gens peut-être que j'aurais jamais su, en fait, qu'ils étaient comme ça. Parce que tu n'as pas intérêt, etc. Ah ouais, non, après, moi, quand j'ai été connu dans mon quartier, j'ai vu le vrai visage de beaucoup de personnes. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme ça. Il y avait déjà ce truc de rester par intérêt, rester là à côté du mec pour se faire voir. Ouais, il y avait ça, et surtout, il y avait beaucoup de jalousie. Ok. Wallah. Beaucoup de jalousie. Franchement, il y a même des choses que je ne peux même pas raconter au micro parce que c'est franchement, la vérité, franchement, quand j'étais connu, dès le début, en l'espace de quelques mois, j'ai vécu une jalousie extrême de certaines personnes. Vraiment extrême. Toi, à cette époque-là, tu es seul. Est-ce que tu te dis, c'est moi le problème? Franchement, quand je dis ça, tu es moins que le nombre de jaloux, tu vois. Donc, est-ce que tu te dis, c'est peut-être moi le problème? Ou tout de suite, tu te dis, non, c'est eux qui sont jaloux, tu juges tout de suite que... Moi, en fait, quand j'arrive à cette époque-là, tu vois, c'est pour ça que je vais faire un parallèle aussi sur les maisons de disques quand j'ai rencontré tout ce milieu-là. Moi, quand j'arrive à ce moment-là de ma vie, je suis grave nia, moi. Je fais ce que j'aime et je fais que de la musique. Mais malheureusement, les gens de ton quartier, tout ça et tout, ils voient pas comme un simple mec qui fait du rap. Ils voient que tu es adulé, que tu es... En fait, c'est le succès, en fait. C'est le revers de la médaille du succès. Et en fait... Ils voient plus Kamel, ils voient Kamel l'ancien, mais non, moi, j'ai vu plus Kamel l'ancien des Stan Smith. Voilà, exactement. Moi, j'ai vu vraiment les gens changer autour de moi. Mais au plus profond, tu vois, même... tu sais, ça va loin, même des cousins, des cousines.
ça va très Ok. loin. Parce que moi, je sais pas si tu te rappelles, à cette époque-là, les rappeurs qui sont connus, il y en a pas beaucoup, Mhm. mais quand ils sont connus, les gens, ils Ouais. sont vraiment derrière Bien eux, sûr. quoi. Mhm. Tu vois, les gens, ils étaient vraiment Kamel l'Ancien, quoi. Bah C'est, oui, ah, oui. C'est tu vois, star, c'est star. Avant, voilà, star aujourd'hui, de, t'as tellement de chez nous. t'as tellement de noms qui ressortent en tellement de. C'est trop rapide. Avant, quand t'avais une carrière et que t'arrivais Exactement. à ce truc-là, bah t'en avais déjà pour un bon moment, tu vois. Voilà, moi quand ça commençait la jalousie autour de moi, ça partait de 15 ans jusqu'à 50 ans, les gens, tu vois. Et parce que t'es le mec connu Mhm. de la ville, mais t'es connu dans toute la France, Mhm. et t'habites toujours le même endroit, tout ça. Donc les gens ils commencent à se poser des questions sur toi. Combien ils gagnent, combien ils trucs. Il y a des gens, ils font des plans sur la comète. Là, ça commence à devenir Mhm. dangereux. Parce qu'il y a des gens qui parlent d'essayer de te raqueter. Bon, Ouais, ouais. après, voilà, on n'est pas tout seul. Mhm. On a une famille. On a aussi quelques gens du quartier qu'ils n'arrivent pas à se faire avoir, Mhm. tu sais, par la jalousie et tout. Donc, ils prennent ton parti. Donc, après, des histoires qui vont loin. Après, toi, tu es entouré aussi de personnes qui peuvent être très dangereuses. Donc, ça va dans des histoires où ça fait des rendez-vous, tout ça. Moi, j'ai connu tout ça, moi. Moi, j'ai connu tout ça, tu vois. J'ai connu tout ça. Tu vois, on peut pas raconter des histoires Ouais, parce bien que sûr, parce pas qu'on par n'est pas là peur, pour mais ça, on n'est pas là pour moi, ça je suis non pas plus. quelqu'un comme ça, tu vois. Ouais, on n'est pas là pour ça. Je fais pas partie de ce milieu-là, mais quand t'es connu, tout ça, il y a des gens qui t'aiment et qui sont capables de faire des dingueries pour toi, tu vois. Tu vois, il y a des gens qui t'aiment vraiment pour ce que t'es, pas pour ce que t'as, tu vois. Mhm. Et il y a des gens, après, ils sont derrière toi, frérot. Ils débarquent à des moments où toi, tu t'y attends pas du tout, tu vois. Et c'est des gens qui peuvent faire des dégâts, tu vois. Mhm. Et c'est des gens même qui vont voir d'autres gens. Ouais, Et là, ça parle en... ouais, ça va trop Bien vite, sûr. ça va Tu trop vois. loin. Et toi, du Euh, coup, Tu vois. Moi, Vas-y, je voulais poser une Yanis, il a question. pas beaucoup parlé, Ouais, là. Ah, bah oui. C'est parce que On ça, c'est s'enchaîne, on dur. s'enchaîne, c'est Ça, c'est intéressant. dur. C'est Ça, c'est intéressant. dur. Yanis. C'est intéressant. Moi, j'aimerais revenir, c'est sur l'aspect protocole. ouais. On a beaucoup échangé sur ça tout à l'heure. Ouais. Et c'est un sujet, comme on disait tout à l'heure, c'est un sujet qui est très tabou, le fait de partir en dépression. Je sais que c'est un tournant de ta carrière. Pendant 3 ans, En t'as fait, eu j'allais du- en venir, là. C'était le Ah, fil conducteur. désolé. Non, mais vas-y, continue, Ouais, continue, c'est intéressant. et en fait, moi personnellement, ça m'a un peu touché cette partie Un de peu l'histoire parce que j'ai bien, ouais. lu beaucoup de choses concernant cette Merci. partie de ta carrière. J'ai regardé des podcasts, etc. Et t'exprimes vraiment bien le fait que généralement on a du mal à avouer le fait que on est en dépression, le fait qu'on a besoin de voir quelqu'un. Surtout dans l'univers du combat, dans l'univers du rap, c'est des Ah choses, ouais. c'est des choses qui sont très tabous. Ah, dans Et le même, combat, il y en a beaucoup. Hein. Et même au niveau des protocoles familiaux, on a du mal à dire quand on n'est pas bien, etc. T'as même eu du mal toi-même à t'en rendre compte. C'est ce que je La, disais. la maladie mentale en général, tout ce qui est vu mentalement, déjà c'est moqué. Déjà on se moque des trucs. Ou soit on passe, on parlait du côté religieux, etc. Un mec qui devient fou aujourd'hui, on dit pas que, on va pas lui dire d'aller voir un psy ou truc, on va lui dire que soit il est possédé ou Mais soit. tu vois. c'est très grave, ça. Mais c'est très Tu grave vois. de dire ça. Pas toi, mais Non, mais c'est le. très Non, grave mais de tu penser vois. ça. Bien sûr. c'est très grave. Mhm. Et ça, tu vois, regarde. T'as vu, on a fait un parallèle, mais on revient à quoi? Ça, c'est les protocoles. Moi, je sais qu'il y a des gens, ils sont venus me parler de dépression, des mecs de 50 ans. Ils m'ont dit, c'est la première fois que j'en parle avec quelqu'un. Mais pourquoi, à ton avis? C'est mal vu déjà. Déjà, premièrement, c'est mal vu. Et deuxièmement, ses parents, ils n'ont jamais parlé de ça. Mhm. Les parents, pour eux, ça n'existe pas. C'est pas vrai. Oh, c'est sûr qu'on lui a fait quelque chose. Oh, c'est de la sorcellerie. Ouais. Quoi? Comment ça? Il n'a pas le droit d'aller mal, Non, de mais tomber c'est malade. vrai, C'est bien une sûr. pathologie. La dépression, c'est une pathologie. C'est quand le cerveau, il bug. Parce qu'il en a marre de ce qu'il fait. Il en a marre de la vie que tu as pris. Il n'est pas d'accord avec toi, en fait. Et les gens, ouais, non, on lui a fait quelque chose. Ok, on lui a fait quelque chose. 20 ans après, il est toujours dans le même cas. Il y a un problème là. Ouais, mon frère, le mec, il lui a fait quelque chose. Présentez-le-moi. Je vais faire Il quelque faut, chose à ouais, tout le ça. monde. Et après, je vais vivre tout seul dans la terre. Tu vois, c'est quoi ça? Tu vois. Et en fait, on en revient à la même chose qu'on disait tout à l'heure. C'est protocolaire. Ça vient des protocoles. Chez nous, c'est des sujets tabous. Il y a beaucoup de sujets tabous. Tu vois. Même la sexualité, c'est tabou chez nous. Tu vois. Alors que demain, tu prends ton fils. Je dis pas qu'il faut lui parler chèque de cul, tu vois. J'ai pas dit ça. Bien sûr. Mais il faut que tu parles à ton fils et ta fille demain. Wesh, mon frère. Sinon, il va avoir un bémol. Il va avoir un problème. J'ai pas dit tu lui dises, ouais, faut que tu fasses comme ça, comme ça. Non. Ah, tu vois, pas inciter.
Mais il faut que tu lui parles. Chez nous, le problème, c'est que... Et le livre, il est fermé, tout ça, ils l'ont jeté dans l'eau, c'est fini, tu peux plus parler, tu vois. Et en fait, moi, pour faire un parallèle sur mon parcours à moi, en fait, je fais une grosse dépression, mais c'est pas une petite dépression. Moi, je fais une dépression sévère. Moi, j'ai été diagnostiqué dépression sévère. Moi, c'était limite l'hôpital psychiatrique. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, ça vient comment? Ça vient à quel moment? Ça vient au moment où, quand je rencontre le show business de la musique, mon cerveau il bug. Moi, j'arrive, Nia, passionné, hip-hop, yo-yo, nanana, on est ensemble, les mecs, tout ça, tu vois. Le monde des bisounours, ça. Voilà, je rencontre un milieu, ils me mettent un DA. Moi, je signe chez Def Jam. À l'époque, je suis le premier artiste avec IAM. Def Jam, c'était du Non, c'est lourd fort. à l'époque, quoi. Je signe chez Def Jam. Déjà, quand je signe chez Def Jam, je me mange une sauce à l'époque. Bon, vous n'avez pas connu, mais de malade mental. Tout le monde me tombe dessus. Parce que Def Jam, c'est un milieu... une maison de disques qui vient des États-Unis. C'est pro-Renoir, tout ça et tout. Déjà, je me mange une sauce de ouf. Comment ça, Kamel l'ancien, il signe chez Def Jam? C'est des fous. Ils sont complètement tarés. Non, je me mange cette sauce. Moi, j'arrive ni, ah ouais, les gars, je fais du hip-hop. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas tout ça. Déjà, je vois que c'est pas vrai. Après, ensuite, ils mettent plusieurs directeurs artistiques chez Def Jam. Mais moi, j'ai pas besoin de directeur artistique, mon frère. Je suis Kamel l'ancien, frérot. Je fais de la musique pour des mecs de Lille, pour des mecs de Marseille. Qu'est-ce que tu mets un directeur artistique qui s'appelle Sylvain, qui vient pas ce monde-là. il vient en studio. J'ai déjà enregistré 30 morceaux. Sur les 30 morceaux, il en sélectionne 3. Il me dit les autres, c'est de la merde. Je m'embrouille avec lui. Qu'est-ce que tu racontes? Nanana. Ils mettent un rebeu, un Renoir. Mais t'as capté, en maison de disque, ils mettent un rebeu, un Renoir. Mais c'est eux les bounties, c'est pas moi, frère. C'est eux les mythos. Ils te mettent un petit rebeu qui arrive en lunettes. Tu sais, Kamel, dans ce morceau-là, le refrain, à un moment donné, tu dis ça, faut l'enlever, tu vas être censuré. Tout ça. Hein? Moi, je connais pas la censure, frérot. Tu écoutes mes premiers morceaux, tu vas voir. Mes premiers morceaux, ils sont hardcore, frérot. Ils sont Kaira, mais ça fait partie du rap. J'aime ce truc-là. T'as vu, j'arrive, je fais rap de Ben Laden, tout ça, les gens ne comprennent pas. Tu vois, enfin, ils comprennent dans les quartiers et tout, mais les autres, ah, c'est un ouf, lui. Moi, j'avais une étiquette de terreau dans le rap, frère. Voilà, c'est vrai, j'avais cette étiquette-là. Les gens, ils me prenaient vraiment pour... il avait des tendances suicidaires, islamiques, tout. Et moi, j'avais déjà ce truc-là. J'arrive en maison de disque chez Def Jam. Ils mettent des directeurs artistiques. Ils me cassent mon délire. Et ils y arrivent presque. Parce que quand je fais l'album chez Def Jam, je fais un bon album. Mais voilà, c'est pas du Kamel l'ancien, frère. Voilà, c'est pas du Kamel l'ancien. Et là, moi, quelle sauce je me mange après? Bah, la sauce des mecs de quartier. Bien sûr, parce qu'ils te reconnaissent pas dans tes textes. Oui. Ils te reconnaissent pas dans ton. Je suis quand même, j'ai quand même resté le truc, mais non, Kamel, avant ce que tu faisais, c'était mieux et tout. Après, frérot, moi, je suis un passionné. Tu me dis ça, moi, je fais pas ça. Je fais de l'argent dans la musique à ce moment-là, je fais de l'argent. Mais je fais pas ça que pour l'argent. Je garde ce côté passionnel, tu vois. Je garde ce côté passionnel. D'ailleurs, c'est ce que j'inculque à mes élèves. Gardez ce côté passionnel. Parce que, wallah, si vous allez dans le côté business, ton niveau, il va flancher, ton truc. C'est chaud. Il peut te demander. La boxe anglaise, c'est pareil. S'il perd son côté passionnel, c'est fini. Parce que c'est pas la même niaque que tu combats. T'es plus toi-même, déjà. Voilà, sport de combat, travail, tout ça. Si tu combats pas avec une niaque intérieure, tu vois. Il n'y a pas que le combat. Tu vois, on parle de combat, mais il n'y a pas que ça. Dans tous les combats que tu mènes dans ta vie, si tu n'as pas une niaque intérieure qui est nia, tu vois, qui est sincère, wallah que ça va se voir. Et à côté de ça, j'ai ma mère qui me dit, je veux plus que tu chantes. C'est là que j'arrête, moi, Sohaib. C'est là que j'arrête la musique. J'arrête parce que la musique que je veux faire, ça ne plaît pas à ma maison de disque. Et du coup, ma maison de disque, ils me disent, si tu veux pas, on te rend ton contrat. Et moi, s'ils me rendent mon contrat, je me retrouve tout seul. Parce que je suis plus avec les mecs de mon quartier avec qui j'ai commencé. C'est fini, eux. Je me sépare d'eux. C'est terminé. Et à côté, ma mère, elle me dit, limite, tu continues la musique. Non, même pas, elle me le dit. Tu continues la musique, je te renie, t'es plus mon fils. C'est la phrase la plus dure que peut sortir. C'est la pire phrase que j'ai connue de toute ma vie, frère. Et quand ma mère, elle me dit ça, j'arrête. Sauf que moi, je suis un fou. J'ai le sang chaud. J'arrête tout, du jour au lendemain. Et c'est là que je rentre dans la dépression. Pas là. Quelques temps après. Quand j'arrête, je me dis, c'est pas grave, je l'ai fait pour ma mère, c'est pas grave. L'année d'après, je me retrouve à la Mecque avec ma mère, tu vois. Ça y est, tu vois, j'ai oublié. Non. Le cerveau, il fonctionne à 5%. Le cerveau de l'être humain, il fonctionne à 5%. C'est prouvé scientifiquement.
il fonctionne quand même. C'est-à-dire que il va te faire un rappel, pas maintenant. Le cerveau, il est patient. 1 an après, 2 ans après, je commence par des petits passages vraiment très minimes. Je commence à faire des palpitations, tout ça. Tu sais, tu conduis, palpitations. Ouais, je sais quoi ça. Ah, donc ça se voyait physiquement en fait. C'était Ouais, pas que. ça commençait physiquement, tu vois, tac. Hop. Je vais au sport, mais quand je vais j'ai jamais lâché le sport, moi. Mais quand je vais au sport à cette époque-là, je commence à être plus éprouvé de kiff. Mais ces signes physiques, Oh. ils sont arrivés longtemps après? Ah oui, Un an, 2 ans. 2 ans. Ouais, Ok. c'est quand même longtemps. Ouais. 2 ans, tu Ouais, vois. 1 an, 2 ans, c'est ouais, moi, ça je prend ferais- du temps. moi, dans ma tête, Tu penses même plus à Je ça. pensais que si c'était tu penses passé, je ça y pense est. plus à ça, mais mon cerveau, il y pense. Ouais. Parce que je sais que j'ai arrêté à cause des protocoles. C'est pour ça que ça va tourner que Mhm. autour du protocole, ce podcast. Ouais, ouais. Parce qu'en vrai de vrai, mon cerveau, il n'a pas les réponses à ces questions, Souhaib. Mhm. Il n'a pas les réponses à ces questions. Pourquoi t'as arrêté en vrai? Moi, je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Je croise des gens. Parce que je continue à sortir, faire ma vie, tout ça. Pourquoi t'as arrêté? Ah, vas-y, t'as vu maison de disque, tout ça. Je parle jamais du sujet de ma mère. J'ai Mhm. commencé à en parler à 40 ans, frère. Je dis, attends, c'est chelou et tout. Donc, ça commence par des crises, des petites crises, vraiment minimes. Après, je commence à me réveiller dans mon sommeil. Tu vois, je commence à me réveiller. 2 heures du matin, 3 heures du matin. Et en fait, ça, parce qu'après, j'ai étudié. Hein. Attention, après, j'en ai bouffé du livre hein, sur ça. Hein. J'ai dû lire au moins une douzaine de livres hein, sur ça. Et après, j'ai vu qu'en fait, ça, c'est des alertes que ton cerveau, il t'envoie. Il t'envoie des petites alertes. Les comme ça. symptômes, on va dire, de la Des dépression. symptômes. Voilà, des symptômes de la dépression sévère. Ok. Puisque tu as des dépressions. Ouais, des petits coups de blues et après, t'as ça- des vraies dépressions. Moi, c'est des dépressions où j'avais plus le contrôle de mon corps. Donc, ça commence par des tremblements. Ouais, chelou, frère. Donc, tremblements, tout ça et tout. Ça commence pour désintérêt des choses. Je sais pas si ça se dit ce mot. Des intérêts. T'es désintéressé. Là. T'es Enfin, Ah ouais, désintéressé, désintéressé, ouais. désintéressé, pardon. Mm. Je commençais à être désintéressé. De tout. Je commence à m'en foutre de tout. Des actualités à la télé. Alors que Mm. moi, de base, je suis ultra sensible. Dès Bien qu'il y a un sûr. truc, tout ça, je m'en tape. Je m'en fous. Ouais, je m'en fous. Après, ça commence à être plus profond que ça. Ouais, l'autre, il est mort et tout. Ouais, c'est la vie. Tout ça. Hop. Après, ça commence par des crises d'angoisse. Et qui me conduisent à me rendre aux urgences tous les 2 jours. Tellement que... c'est marrant, mais faut en parler. Tellement que ça devient fréquent, le mec des urgences, il sait que je vais arriver à 2 heures du matin. Ah ouais. Il te La prépare meuf déjà des ton- urgences, elle sait que je vais venir. Et elle sait qui je suis. Et elle vient, ben, elle se pose à côté de moi. Tu rentres ou tu rentres pas, Kamel? Parce que moi, je m'asseyais devant. Je m'asseyais devant aux urgences. Je m'asseyais et je tremblais. Et j'avais des palpitations et je prenais tout le temps mon pouls Mhm. comme ça. Tu vois? Je prenais tout le temps mon pouls. Mhm. Ça tapait, ça tapait, ça tapait, tout ça et tout. J'y vais ou j'y vais pas. Et elle venait, elle s'assied à côté de moi dehors. Qui vente, qui neige, qui... Truc, parce que ça a duré longtemps, les symptômes. Hein. Ça a duré 8 mois. Pendant 8 mois, et ben en fait, et les 8 mois, je me suis dégradé de fou. Sans m'en rendre compte. Et psychologiquement, tu penses à certaines choses. Est-ce que c'est parce que tu as arrêté soudainement quelque Non. chose? Pas du Que tout. t'étais- Non, moi je sais pas ce que j'ai. Yannis. Ah, tu sais Je même pas ce que pas t'as des j'ai. symptômes Moi, physiques pour qui moi, je apparaissent suis comme ça. malade. D'accord. J'ai un cancer, j'ai le DAS, j'ai tout. J'ai tout, mais j'ai pas de dépression. D'accord. Parce qu'encore une fois, mes protocoles ne me permettent pas de rentrer dans ce sujet-là. Ok. Mais là, ce que je te dis là, t'as vu quand ce podcast il va sortir là, il y a des gens, ils vont dire, voilà, j'ai vécu la même chose. Faut que je t'en parle, faut que nanana. Parce en vrai, j'en Ce vois que je plein, dis, c'est moi, pas des sorcier. gens, j'en vois Voilà. plein des gens dans le quartier errants, en vrai, comme ça, en mode, ils savent pas ce qu'ils ont. Aujourd'hui, tu le vois, il est bien. Demain, tu le vois, il est un peu moins Ouais. bien. J'ai connu des gens après ça qui ont étudié pendant 14 ans la psychologie pour devenir psychologue. Et ils m'ont dit, j'ai même pas appris le tiers de ce qui se passe dans le cerveau humain. Mhm. C'est une maladie qui a détruit énormément de personnes. Il y a des gens qui sont en dépression toute leur vie. Ils n'ont aucun intérêt. Quand ils mangent parce que pour pas mourir. Quand ils sortent de force. On en connaît plein des gens comme ça. Mhm. Ils sortent de force. Allez, viens, on va regarder le PEF. Il va venir avec toi, mais il est écouté. Il est là, mais il n'est pas là. Mhm. Il se force à faire les choses. Ça, c'est un état de dépression, ça.
Sauf que nous, on ne nous l'a pas inculqué. C'est pour les faibles, la dépression chez nous. Il n'y a C'est que, les fragiles. sans prétention, je ne sais pas si vous avez eu le même ressenti, après j'abuse peut-être un peu, quand j'en ai parlé, ça a débloqué beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de gens qui ont Non, bien commencé à en sûr. parler. Bien sûr, Il y a beaucoup c'est de gens devenu dans les moins tabou. podcasts, ils ont commencé à en parler. Il y a plein de gens, ils ont commencé à dire ouais, tu vois, moi j'ai vécu la dépression. En fait, c'est comme si j'avais ouvert une porte. Je dis pas que tout le monde a regardé quand j'en ai parlé, parce que j'en ai pas parlé que dans des podcasts, j'en ai parlé beaucoup, parce que moi je suis beaucoup suivi sur Snap, tout ça. Et moi j'en parle, tu sais, que dans mon Snap, avant souvent, parce que c'est avant un qu'on se sujet qui connaisse, est un peu- j'en c'est un parlais sujet normal. important. Et tu sais que quand j'en parlais sur Snap, je recevais, sans exagérer, hein, des 270 messages par jour. Et wallah, je les ouvrais tous. Et je regardais les gens. Ils m'envoyaient des vocaux, des meufs qui pleuraient, des mecs qui pleuraient à 2h, 3h du matin. Mais ce que tu as raconté, je le vis depuis 10 ans. Tout ça, moi, je croyais qu'on m'avait fait quelque chose. On t'a rien fait, frère. Arrêtez. Tu vois, la plupart des gens qui disent on m'a fait quelque bien chose, sûr. ils n'ont rien fait. Hein. Bah parce que et ça revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'éducation Voilà. et ça revient au truc de s'il y a un truc qui est si on voit un truc mauvais, c'est peut-être sorcellerie, c'est peut-être un truc Et ça, de- j'allais en venir de ça. La sorcellerie, déjà avant qu'il m'arrive tout ça, moi, c'était pas du tout un truc que je kiffais. Parce que souvent, les gens que j'ai vus aller voir des gens pour se faire guérir de la sorcellerie, tout ça et tout, mais c'est des gens qui pratiquent même pas, frère. C'est juste un échappatoire pour eux, pour peut-être ça va le guérir. Mais regarde, ça n'a rien à voir. Ça va pas ensemble. Il y a des gens qui vont voir des raqis. Moi, je connais ce sujet-là, je le connais par cœur, sans prétention. Il y a des gens qui vont voir des raqis, des gens qui te guérissent quand tu es possédé, avec le Coran, tout ça et tout. Moi, j'ai connu des raqis. Ils m'ont dit, wallah, c'est vrai. Ils m'ont dit, Kamel, 80% des gens qui viennent me voir, c'est des gens que je les dirige après vers des psys. Ils ont rien. Enfin, ils ont quelque chose, mais qui n'a rien à voir avec le sujet de la magie noire, avec tout ce monde parallèle. C'est pas vrai. Il y a moi, je connais plein d'Alakhi, que ce soit au Maroc et tout, des vrais Alakhi, hein, pas des charlatans, pas des gens que tu viens, tu payes et tout, des vrais Alakhi. Ils m'ont dit, Kamel, la plupart des gens qui viennent nous voir, ce sont des gens qui ont des problèmes psychologiques. C'est incroyable, tu vois. Mais du coup, après tout ça, après tous ces événements, comment toi, t'arrives à sortir de ça, finalement? Non, après, j'ai sombré. Parce on était à l'épisode Ok. où... Là ça où ça commence là. Là, ça il y a les commence seulement. Voilà, je palpitations. commence à D'accord. sombrer. Je commence à traîner tout seul. Mhm. Je commence à plus me laver. Je commence à plus voir ma famille, parce que j'avais mon appartement tout seul, toujours au Kremlin Bicêtre, mais je me rends chez personne. Mhm. Je dors pas la nuit. Idée noire. Malheureusement, tu veux te mettre une bastos, c'est véridique. Ah ouais, jusqu'à là carrément. Ouais, moi, ça a été jusque-là, ouais. Ça a été jusque-là, ouais. Ça a été où je voulais plus vivre. En fait, si tu regardes un peu les symptômes de la dépression, il faut les connaître. C'est vraiment les signaux alarmants, vraiment où il faut sonner Ouais, l'alarme. C'est l'urgence. C'est quand tu perds La notion de la l'intérêt vie, des choses. l'intérêt pour la vie. Tu vas boire, Ça te fait rien. ça te fait rien. Tu bois parce que tu dois boire. Tu sors dehors, il fait beau et tout. Non, vas-y, je reste à la maison. C'est pour ça que les gens qui sont en dépression, ils restent dans leur chambre, t'as remarqué? C'est Ouais, toujours les mêmes profils. Ils restent dans leur chambre, ferment les volets, tu vois. Ils se lèvent, Ils se juste coupent pour de la faire vie, ses oui. besoins. Ils se coupent, c'est véridique, ça existe. Il y en a plein. Et il y en a tellement qu'il y en a même qui sont dans ton entourage, dans ton quartier, tout ça et tout, ils t'en parleront jamais. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, tu vois. Mais le problème, c'est que quand tu es en dépression, le temps, il passe vite, tu vois. C'est pour ça que les gens qui sortent de dépression et tout, ça prend des fois des... Moi, ça a pris, en comptant les premiers symptômes et tout, ça m'a pris presque 3 ans. C'est beaucoup à 3 ans. Surtout quand tu arrives à l'âge de 33, 34, tu vois, c'est là où tu kiffes le plus, tu vois. Et du coup, après, les signes alarmants, ils ont commencé à retentir. Et après, j'ai commencé à me couper du monde, tout ça et tout. Après, j'ai commencé à faire plus de crises d'angoisse et tout. Et là, t'as mes grands frères qui ont vu que j'étais dans un état critique. Ils m'envoient au Maroc, parce que mon père, il habitait déjà au Maroc. Mais quand j'arrive au Maroc, c'est là où je passe par le passage. Parce que moi, je ne sais pas ce que j'ai. Et ceux qui sont autour de moi au bled, mes cousins, mes cousines, ils veulent que je me soigne parce qu'ils voient que je suis dans un état végétatif à ce moment-là. Ils m'envoient chez une douzaine de sorciers. J'ai même été voir des sorciers pour sortir de ça. Mais en fait, c'est un coup d'épée dans l'eau et ça rajoute encore plus.
Parce qu'ils te donnent des traitements. N'importe quoi, tu vois. Ils te donnent des antidépresseurs, des trucs. Non, un traitement. Ah ouais, de sorcier. Tu bois de la terre avec des poils de mouton, tout ça. Ah non, moi j'ai tout fait ça. Et ça a rien changé. Ça m'a aggravé les choses. Ok. Ouais, parce que ça t'a mis dans une mentale où tu pensais avoir quelque chose alors que finalement c'était pas ça. Voilà, mais en contrepartie, parce qu'en fait je vais voir des gars qui font ça. Mais parce qu'en contrepartie, c'est les gens qui nous envoient. Moi, je sais pas que je vais aller voir un sorcier. Moi, je sais déjà à cette époque-là. Ah non. Moi, je sais qu'à cette époque-là, déjà, dans mon dîne, je suis bien quand même. Je sais faire la part des choses. Mais moi, je sais pas que je vais voir un sorcier. Tu vas avoir un gars qui va te guérir. Donc, tu y vas parce que toi, tu es malade. Et ton père, il t'emmène parce qu'il voit que son fils, il est malade. Donc, il veut t'emmener. Et le problème, c'est que quand il m'emmène chez un mec, c'est pas du tout un raqui, c'est un sorcier. Donc, on reste quand même ce qu'il nous dit. Mais des fois, tout ce qu'ils me donnait à boire, tout ce qu'ils m'ont donné de traitement, il n'y en a aucun que j'ai pris. Aucun. À part quand j'allais voir des vrais raqis pour me guerrir, tout ça. Et tout. Du coup, t'as eu cette période très très sombre, comme tu nous l'as dit. T'es pas loin de t'enlever la vie. Ouais. Quelles ont été les solutions pour sortir de là et comment ça s'est passé? Franchement, la solution, elle a été très simple. Quand je fais mon passage au Maroc et je vois que ça donne rien du tout, je rentre en France. Je suis resté pratiquement 8 mois au Maroc. Il n'y a rien qui a évolué. Quand je rentre en France, je me dis, il faut que je me guérisse de ça, il faut que je sorte de ça. J'ai commencé à me renseigner. J'ai fait comme tout le monde, frérot. Je suis parti en parler à un psy, tout simplement. Je te mens pas qu'ils m'ont mis sous médication. Mais la médication, ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai fait moi-même mon sevrage tout seul, sans que le psy le sache. Quand je lui ai dit que j'ai arrêté tous les médicaments, il était choqué. Parce qu'ils m'ont donné des vrais médicaments qui, pour juste le sevrage, ça prenait 1 an pour faire un sevrage de ces médicaments-là. Moi, je l'ai fait tout seul. Parce que quand j'ai commencé à parler à mon psy, j'ai mis un point sur quoi je devais faire la paix avec mon cerveau. Je devais en parler avec mon cerveau. On avait des comptes à se rendre, tu vois. Et en fait, c'est de là que j'ai commencé à guérir. Après la guérison, ça a mis du temps. Mais c'est vraiment quand j'ai commencé à aller voir des professionnels du métier que j'ai commencé à guérir, tout simplement. Tu vois. Ok, et donc du coup, là, on est passé sur cette période où la musique s'est passée, c'est fini. Et comme tu as dit, si tu n'as plus Def Jam, tu n'as plus truc, tu n'as plus rien. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait derrière? Parce que nous, on voit maintenant aujourd'hui le Kamel influenceur, le Kamel entrepreneur, le Kamel truc. Depuis, et c'est des choses qui sont importantes pour nous à mettre en avant dans ce podcast de À une main. Donc, comment tu as su faire ce réseau? Parce que tu as créé un réseau aussi avec la musique, j'imagine. Beaucoup. Ouais. Comment tu as su utiliser ce réseau? Comment tu as su toquer à la porte des bonnes personnes pour développer ce que toi t'aimes aujourd'hui? Je vois, ça fait plaisir. Tu as l'air de prendre beaucoup de plaisir à travers tes trucs. Avant ça, tu vois, juste après la dépression, il faut savoir qu'après, j'ai dit il faut que je trouve une activité. Donc, j'ai trouvé un travail. Je voulais travailler. Je voulais pas rester à rien faire. Donc, j'ai repris un travail, petit à petit, bien sûr, mais j'ai retrouvé un travail. Après, avec ce travail-là, je suis devenu directeur d'une structure au Kremlin 7 à la mairie. Donc, c'était une grosse responsabilité. À côté, j'ai repris la salle de sport où j'étais pensionnaire depuis déjà 20 ans et je suis revenu à la salle de sport en tant que juste élève. Je faisais mes entraînements, tout ça. Donc, ça m'a permis de me restructurer psychologiquement. Et ensuite, à travers ça, je me suis remis un peu sur les réseaux, tu vois, pour voir ce qui se passait. Tout. Au début, c'était juste pour voir ce qui se passait. Je ne voulais pas en faire un fonds de commerce, tu vois. Et ensuite, là, c'est arrivé Snap, tout ça et tout. J'ai gagné beaucoup de followers, tu vois. Et je ne savais pas du tout que j'allais tomber dans ça. Et ensuite, un pote à moi, il m'a contacté, qui s'appelle Junior. C'est mon manager, c'est mon frère. C'est un gars qui s'occupe de plusieurs... il s'occupe de plusieurs têtes, on va dire. Il s'occupe de Kamel Tatouage, il s'occupe de Birds Live, il s'occupe de pas mal de monde. Et en fait, il m'a proposé, comme c'était un pote à moi, parce que j'ai connu dans le grappling, il faisait du grappling lui aussi en 2002-2003 à Grigny, où on tournait ensemble. Mais on n'a jamais fait d'affaires ensemble. Et ce jour-là, il m'a proposé de travailler avec lui. Il m'a dit, écoute Kamel, j'ai vu que tu avais du monde sur Snap. Il m'a dit, écoute, moi, ce que j'ai à te proposer, c'est qu'on travaille ensemble sur Snap. Moi, j'avais très peur de faire ça. Tout ce que je fais là, les publicités, tout, j'avais très peur parce que je ne savais pas que ça allait se structurer, que ça allait être carré. Il m'a proposé de travailler avec lui. On a commencé à travailler ensemble sur de la street food, tout ça et tout. On a commencé à bosser ensemble. J'ai vu que c'était sérieux. J'ai vu que ça rapportait. J'ai vu que c'était carré. Et je me suis senti épanoui. Voilà, je me suis senti épanoui. Et après, je suis rentré dans le business. On a fait notre propre société maintenant ensemble. On a la même société. On travaille pour la même société. Et voilà.
comment j'ai Ok. évolué. Voilà, j'ai fait ça. Après, j'ai ouvert des restaurants en Thaïlande aussi. J'ai ouvert 2 restaurants en Thaïlande qui marchent pas mal, qui marchent bien. Et voilà. Donc ça finit bien au final, cette histoire. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, franchement, après, je pense que, tu vois, on a tous un parcours de vie, tu vois. Bien sûr. Moi, peut-être que le mien, il a été à un moment donné chaotique parce que je suis passé par un moment très sombre. Mais c'est Mais ce qui font crois-moi- c'est ce qui font ce que tu es aujourd'hui. Mais crois-moi que quand je suis sorti de cette ce trou bataille. noir-là, je suis plus devenu le même. Mhm. Moi, je sais que je kiffe ma vie encore mieux depuis que je suis sorti de ça. Ok. Et ça, c'est une phrase qu'une psy que j'avais rencontrée à Paris, elle m'avait dit ça. Pendant que j'étais dans la période sombre, je lui parlais, j'étais en train de chialer, frérot. On t'a dit quand tu Et elle m'a sortiras dit, de ça. tu verras, quand ce nuage, il va passer, Ouais. tu verras que tu vas être plus heureux qu'avant. Et dans ma tête, je me Ok. disais, qu'est-ce Bon, qu'elle ça nous raconte, fait tu vois. plaisir. Et, Ça nous fait plaisir. et On c'est est, ce qui on s'est est passé, ravis. franchement. C'est On ce est qui ravis s'est de te passé. voir aujourd'hui en Voilà. forme. Ouais, On mais moi, va c'est dommage affronter- qu'on peut pas continuer à parler. Tu vois, Non, qu'il y a- mais on va qu'il y a faire- un on temps à continuera, respecter, on tu va vois. continuer. On va essayer on demandera aux gens aussi de nous donner des sujets sur lesquels on pourra Avec échanger plaisir. parce qu'en vrai, on l'avait dit, là, on a Ouais, 1 heure, 2 ouais. heures. On a tellement de sujets sur lesquels parler, on peut pas faire on Moi, veut pas que ça frérot, soit si- trop long non plus parce que les gens ça Moi, je c'est peux venir truc. une fois par mois si tu veux, Voilà, ça me dérange on pas. va Ça me fait ma t'inviter. petite sortie du week-end. Non. C'est cool. En plus, On j'aime en bien la refera une région et on fera autant de podcasts que tu veux. Voilà, mon frère. ça fait plaisir en tout cas. Merci beaucoup Nous, en tout cas. On a une dernière c'est le rituel mais qui commence à partir de maintenant. Vas-y. Comme le podcast qui s'appelle À une main, Ouais. on aimerait savoir, et comme ça donne les idées, ça donne l'idée à d'autres personnes, etc., qui se rendent compte, quelle est toi, ta portée de main qui t'a le plus surpris? Tu vois, moi, par exemple, j'ai envie de dire que je suis à une main de Bernard Arnault, parce que moi, mon parrain, il connaît très bien Bernard Arnault. Et comme j'ai sa main dans ma main, et si on pourrait se rencontrer s'ils avaient un rendez-vous en même temps et que moi j'ai un rendez-vous avec lui, tu vois. Ah Donc ouais. toi, Ouais, d'accord. t'es à une main de qui? Moi, franchement, je suis à une main de. Purée. Là, comme ça, là, tout de Le suite. plus choquant. Tu vois, on te laisse Ouais. le temps de réfléchir. Moi, franchement, la vérité. T'es déjà à une main de Khabib. C'est déjà ça. Non, T'es ça, main c'est dans la rien, main ça. de Khabib. Non, ça, c'est rien, ça. C'est rien, c'est des frères, ça. C'est. Franchement, la vérité. Je trouve pas. Honnêtement, je trouve Bon, on va le laisser. On va le On va laisser. laisser On va- réfléchir. on Ouais, va de toute façon, on est penser, encore ça passe ensemble, pas. là. Bien sûr. On Ah là, a vous un m'avez mis truc. ça dans la tête. Faut que je. Et Faut que je regarde regardez. les DM sur Insta. Parce que des Voilà. fois, je regarde pas, moi. On créera un petit short, une petite vidéo courte où tu répondras et que tu diras Vas-y, quel truc. exactement. Vas-y, Il vas-y. faudra aller sur Vas-y, les désolé. réseaux sociaux. Je savais pas Il du tout que faudra c'était aller ça. sur le Insta de Ouais. À une main pour Ouais. trouver à quelle main Vous il est. inquiétez pas, les gars. Vous inquiétez pas, les gars. Voilà. C'est bon. En tout cas, on va clore ce podcast sur Merci cette beaucoup. main, sur cette main qu'on ne sait pas encore Ouais, t'inquiète. avec qui elle va serrer. Mais merci en tout cas pour avoir. Merci à vous. Merci pour ce temps. Merci à On vous. va finir la C'était journée super. ensemble. Et, Ouais. et on espère te recevoir sur un autre Quand vous voulez, les podcast. frères. Vraiment, vraiment, quand vous Merci voulez. beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kamel. Ciao.